Radio Pirate. Making history again. Il y a des journées comme ça. On sait pas trop où on s'en va. Habituellement, on a un genre de plan dans notre tête, mais là, je viens de dire aux boys que j'ai pas de plan précis pour commencer Radio Pirate aujourd'hui. Beaucoup de petites affaires. Ben, non, pas des petites affaires. Beaucoup de choses. Mais je sais pas par où commencer. D'abord, Jerry, tu as un bon week-end, mon ami Jerry? Très bon week-end, oui. Parfait. Très le fun. Même chose pour Mr. White. Oui, monsieur. Thank you. J'espère que tous les pirates ont un bon week-end également. On a senti pour la première fois en fin de semaine un peu d'automne. Je ne sais pas si c'était comme ça par chez vous, mais on sent un peu d'automne. Il faut dire qu'on a eu jusqu'à maintenant une fin d'été extraordinaire. Il y en a qui disaient on a un bel automne. Bon, l'automne vient de commencer. Là. L'automne, ça finit le 21 décembre. C'est comme si on disait hey, on a un bel été. On disait ça le 29 juin. Faut se garder une gêne. Là. Je veux dire, on commence, c'est ça, tu commences. On a un bel automne à date. Ben, c'est parce que l'automne vient de commencer. Ah, ouais, c'est vrai. On peut dire qu'on a eu un beau mois de septembre. Ça, on peut le dire. Ouais, exact. Beau mois de septembre, début octobre, bien correct. Mais c'est sûr que là, écoutez bien, il va y avoir des bouts de toffe, là. Les journées rapetissent, on va tasser l'heure, ça va se plaindre. Il va arriver des journées de pluie, puis là, on va dire « Hey, mais c'est jamais arrivé, ça, etc. » C'est le cas, entre autres, pour l'ouragan qui se prépare à aller frapper la côte ouest de la Floride. Là, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen de regarder les choses sans les regarder de manière politique. Jamais. Il y a toujours un agenda derrière n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est peut-être le temps de sauver le monde de ceux qui ont eu des inondations dans le coin de la Caroline du Nord et de mettre de côté un peu toutes les patentes à gosses politiques. Parce qu'on dirait que d'un côté comme de l'autre, on se sert de ces événements-là. Puis il y a des victimes derrière ça. On s'en sert pour essayer de justifier un point. Et ça vient... C'est de deux bords, passant, là. Pas juste d'un côté, c'est des deux côtés, ça, comme ça. Tout est devenu très politique. Donc, je sais qu'il y a des pirates, probablement, des gens qui sont installés quelque part. Entre autres, notre chum Denise the Beautiful. Denise the Beautiful, le chemin de... C'est quoi le nom? Je pense que c'est Leslie. Le nom de l'ouragan. Ah, il n'y a jamais eu d'ouragan. Je n'ai pas de souvenir d'ouragan qui est parti dans le golfe du Mexique pour aller frapper la côte Est. La côte Est. La côte ouest de l'Est. Tu comprends? Parce qu'il y a la côte ouest de la Floride, c'est une péninsule, mais je veux dire, elle s'en va vers l'Est. Parce qu'habituellement, quand elle se forme dans le golfe du Mexique, elle s'en va au nord. Elle s'en va au nord, nord-ouest légèrement, ou nord-est un peu. Mais elle s'en va frapper le Texas, elle s'en va frapper la Louisiane, elle s'en va frapper l'Alabama, oui. Mais rarement elle va les frapper et faire un turn du côté droit. Et là, les genres de paniqueux sur le climat, tous ceux qui veulent... Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens veulent faire peur au monde. Le but, c'est toujours de faire peur au monde. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi cette maudite affaire-là de vouloir faire peur au monde tout le temps de même. Il y a eu plein d'ouragans depuis l'histoire. Depuis qu'on traque les ouragans, il y a eu plein d'ouragans qui font exactement ce que cet ouragan-là a fait. Donc, si vous lisez quelque part dans les prochains jours que c'est exceptionnel, que c'est dû au changement climatique, à notre pétrole, puis à la manière qu'on vit, etc., this is all... it's fake news. It's fake news, OK? Fake news, donc c'est pas la première. Et ce ne sera pas la dernière non plus, mais tout maintenant est un genre d'événement pour associer ça à quelque chose. Donc, ça devient très, très, très politique. La seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, c'est ceux qui ont des habitations, qui ont quelque chose, un condo, une maison de ville, peu importe, vous êtes dans ce coin-là, dans le coin de Bradenton, entre autres, où est notre chum Denise the Beautiful. Ça devrait rentrer par là, aller légèrement au nord-est par après, donc frôler Orlando, au nord de Carlos de Punisher. Donc, probablement quoi. Carlos, c'est sa ligne, toi aussi? Moi, je ne suis pas sur la ligne. Vraiment. Non, nous autres, jusqu'à maintenant, nous autres, okay. on est dans la zone. Je veux dire, on n'est pas... on va s'abrier pareil, là, mais on n'est pas dans la zone. Carlos est plus dans la zone que moi, mais c'est ceux qui sont plus au nord. Donc, à peu près au sud de Daytona, donc pour la côte est. Mais là, elle aura diminué pas mal. Donc, elle aura diminué parce qu'une fois qu'elle frappe terre, vous savez que les vents diminuent. Qu'est-ce qui est dommageable souvent? C'est l'eau.
Donc, on l'a vu avec la dernière qui est passée dans le coin de la Georgie et de la Caroline du Nord. Donc, l'eau fait beaucoup de dommages. Donc, c'est à surveiller. C'est sûr que c'est jamais le fun. Mais je ne comprends pas le but de politiser ces événements-là parce qu'il y a des gens qui vont perdre des choses. Il y a des gens qui vont s'obstiner à vouloir rester là parce qu'ils vont vouloir garder leurs affaires. Ils vont peut-être finir poqués ou même blessés ou même, on l'a vu dans l'histoire de Asheville, North Carolina, beaucoup de gens décédés. Donc, au-delà de la politique, il y a des drames et d'essayer de politiser un ouragan en nous disant qu'on est un peu responsable des ouragans, c'est un peu câble. Demain matin, la planète entière est nettoyée, il n'y a plus un humain. Là. Il y aura encore des ouragans comme ça. Là. Il y aura encore, même s'il n'y a plus de monde, il y aura des ouragans. Ça n'a pas de lien. Les ouragans se forment depuis toujours et ça n'a pas de lien avec nos habitudes. Ouais, mais les ouragans ont plus d'ampleur. Non, non plus. Non plus. Il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a pas de data qui prouve ça. Nulle part. Donc, on essaie de politiser même les événements les plus... je ne dis pas que c'est normal d'avoir des ouragans. C'est pas le fun. Mais je veux dire, c'est pas anormal d'avoir des ouragans à l'automne. Donc, petite pensée pour les gens. Surtout avec ce qui s'est passé avec la précédente qui a fait beaucoup de dommages. Puis qui amène beaucoup de débats, à savoir qu'est-ce qui arrive là, quand on donne de l'argent à des organismes pour justement prévoir ces drames-là, c'est les situations d'urgence. Quand on donne de l'argent et qu'on les défocus, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne des milliards à des organisations et là, on se rend compte que les milliards s'en vont sur des choses qui pourraient être complètement arrêtées parce que ce n'est pas nécessairement une catastrophe climatique ou une catastrophe de météo, etc., mais c'est souvent par des décisions politiques comme, entre autres, l'immigration illégale. Donc, FEMA, qui est l'organisation qui s'occupe de venir en aide aux gens qui ont besoin dans des situations catastrophiques, FEMA n'a plus une scène. Et là, on dit, ouais, mais la raison pourquoi ils n'ont plus une scène, c'est que les républicains empêchent les démocrates de financer FEMA. Non, je suis désolé, là. FEMA a eu tout son argent, elle a son argent. Elle a juste à faire et appliquer les budgets et elle aura l'argent pour aller sauver des gens en Caroline du Nord. Elle va avoir l'argent pour aller en Floride. Elle aura la coordination pour aider différentes unités de la Garde nationale pour aller s'occuper des gens. En ce moment, il y a plus d'unités de la Garde nationale floridienne en Caroline du Nord qu'il y en a de la Caroline du Nord. C'est quand même un peu spécial. Donc, c'est la désorganisation totale. Pourquoi? Parce qu'on a politisé toutes les organisations à travers la planète entière, incluant l'ONU, incluant l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et toutes les patentes qu'on a qui sont supposées nous servir pour des choses, pour des raisons spécifiques et précises. Et là, maintenant, ces affaires-là sont devenues des machines de propagande gauchiste qui s'occupent de plein d'affaires qui n'ont pas d'affaires. FEMA, qui devrait s'occuper des gens qui sont poqués dans un drame météo, eh bien, l'argent est allé pour gérer la douane, la frontière. Donc, c'est allé pour les immigrants illégaux, cette affaire-là. Ouais. L'argent est supposé d'être pour les catastrophes météorologiques, les catastrophes comme on voit. Donc, ces gens-là sont devenus des outils pour faire de la politique. Et là, ben, à un moment donné, quand tu en as besoin pour vrai, ben, les coffres sont vides parce que l'argent est allé à des places qu'elle ne devait pas aller. Elle devait aller à des places, est allée en fait à des places qui ne sont pas du recours de FEMA. Donc, c'est tout le problème, c'est que tout est devenu politique. Tout est devenu politique. Tu sais, regardez, je vais monter jusqu'on part d'Ouragan, puis on va s'en aller au métro de Montréal. OK? C'est à peu près la même raison. Tu sais, c'est pas une question. Je sais que toute la gauche demande plus d'argent. J'ai jamais vu des bébites à cash comme la gauche. À les entendre, eux autres, on devrait fonctionner avec pas de cash. On devrait fonctionner sans trop consommer. La seule chose qu'ils ont en tête, la minute qu'il arrive quelque chose, c'est de taxer plus le monde. Ah, ça prendrait plus de taxes, on a coupé les impôts d'ici, on a coupé ça, on a coupé... Ce sont des bébites à cash. Ce sont des bébites, c'est vraiment des gens qui sont bandés sur l'argent. Alors que l'argent est disponible. Il n'y a jamais eu autant d'argent au gouvernement. Il n'y a jamais eu... On a 160 milliards, les amis, qu'on dépense. 160 milliards. Je vais le redire encore. Parce que c'est Yann Sénéchal qui nous a fait la réflexion l'autre fois, puis j'ai regardé de mon côté aussi pour voir comment cette histoire-là tenait, et ça tient à 2000 %. Là. C'est l'histoire que si on se fiait au dernier budget dans les 15 dernières années du gouvernement du Québec, puis qu'on appliquait ce qu'eux appliquent sur chaque
budget de 5 ans. Donc, il y a toujours des prévisions et des projections sur 5 ans. Et si chaque année, on fait la projection de 5 ans, en principe, on devrait avoir en ce moment à dépenser pour le gouvernement du Québec, incluant la démographie qui a changé, incluant tout ce qu'on voit en ce moment, on devrait avoir entre 100 et 110 milliards à dépenser. On en a 160. Donc, où vont ces milliards-là? Posez-vous plus cette question-là. Où va l'argent des contribuables? Qui vole notre argent? Tout est en ruine. Il n'y a plus rien qui marche. Tu sais, j'ai vu des images en fin de semaine de Joe Hamel qui arrivait du Kentucky, qui est arrivé à l'aéroport sur l'heure du midi, arrive à l'aéroport d'Orval. Ben oui. Et c'est le bordel. C'est le bordel. Des heures d'attente pour passer à travers la frontière, pour avoir un douanier qui va te poser toutes sortes de questions niaiseuses, à savoir si tu amènes de la boisson, si tu amènes de ci, si tu amènes de ça. Du niaisage. Quelque chose qui ne devrait plus exister en Amérique du Nord en passant. Si on voyage entre les États-Unis et le Québec, comme les pays entre l'Europe, il ne devrait pas y avoir de frontières. On devrait être sécurisé avec un genre de bouclier et que quand on est à l'intérieur du Canada et des États-Unis, on devrait voyager comme on voyage entre les États et les provinces. Mais on a affaire à du monde qui sont complètement défocus. Donc, l'aéroport est tout croche. Y a rien, en fait, il n'y a rien qui fonctionne nulle part. C'est ça. Quand on regarde un peu, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est pas un manque d'argent. Je vois le vert. Comprenez-vous ça? C'est pas un manque d'argent. Il y a de l'argent comme il n'y en a jamais eu. Il y en a probablement 40 à 50 milliards de plus qui ont rêvé en avoir il y a une dizaine d'années. C'est ce qu'ils ont entre les mains. 50 000 millions de dollars de plus à dépenser. Malgré ça, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche nulle part. Tout est jamais. Il n'y a rien qui fonctionne. Les hôpitaux sont tout croches. Les écoles sont tout croches. Le métro est en train de s'écrouler. C'est ça qui arrive, là. Le métro, l'histoire du métro, c'est ça, là. La poutrelle du métro, c'est une poutrelle qui risque de s'effondrer et la station de métro est non sécuritaire. Oui, mais ça arrive comment? Ça arrive comment? Ça arrive par le défocus. Ça arrive par la désorganisation. Ça arrive par l'incompétence. Ça arrive par trop de choses à s'occuper, trop d'argent, incapable de se concentrer sur tout ce qui est nécessaire, toutes les choses qu'on leur donne comme mandat de s'occuper. Ils se sont appropriés tellement de domaines qu'ils sont tout partout et ils sont complètement défocus et désorganisés. C'est une gang de tout croche, OK? Une gang de tout croche, mais beaucoup de milliards qui revolent un peu partout, mais rien ne fonctionne. Il n'y a pas une route de douette. Il n'y a pas une école de douette. Il n'y a pas... C'est incroyable. Il n'y a rien nulle part. Mais vous n'avez jamais vu autant d'argent. C'est de la corruption à la grandeur, les amis. J'ai vu dans la presse aujourd'hui, on parle entre autres de la construction nationalisée. On ne le dit pas de même. Ça, c'est ma vision à moi. La construction nationalisée au Québec, qui fait que 9 chantiers sur 10 à Montréal, c'est Pomerleau. J'ai rien contre Pomerleau, je ne connais pas, j'ai aucune idée qui ils sont, OK? Je connais leur nom, mais je ne connais pas la structure de Pomerleau. Je sais une chose, c'est qu'ils tiennent le Québec par les chenolles, parce que c'est eux qui font à peu près tous les contrats d'ingénierie civile, de projets publics, etc., etc. Dans une place comme le Québec, si on voulait payer le juste prix des Pomerleau, il devrait en avoir 50. Avec l'argent qu'on a à dépenser pour mettre ça douette, on devrait avoir une cinquantaine de compagnies comme Pomerleau. On en a une ou deux. Pomerleau est premier, ensuite tu as EBC qui est premier. Est-ce que ces gens-là, de temps en temps, sur certains contrats, se parlent? Ouais, va là, je n'irai pas là, je ne peux pas y aller pour telle ou telle raison. Regarde, je te laisse celui-là, vas-y. En fonctionnant comme ça, en étant peu nombreux, ça donne la chance à ces joueurs-là de se parler. Et c'est pas pour rien qu'on paie les projets publics probablement 5 fois, 10 fois plus cher qu'on le paie ailleurs. Et pendant qu'on paie un projet trop cher, qu'est-ce qui arrive avec le projet d'entretien qu'on devrait faire de 1... on n'a pas l'argent pour le faire. On n'a pas l'argent, c'est ça. On laisse aller, puis on tape. Mais comment ça, on n'a pas l'argent pour le faire? On n'a jamais autant d'argent. On a 160 milliards. Ben, c'est parce que si vous payez 1 million de la Chambre pour un CHSLD, alors que ça devrait coûter au maximum 100 000, ben le 900 000 par chambre, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Et le défocus, il n'y a pas juste ça aussi. Le défocus, il n'y a pas seulement qu'on paie trop cher. Il y a également le fait que
Les autorités, vous les voyez partir. Vous les voyez partir en voyage, en plein d'affaires. Bon, Qu'est-ce que le maire de Québec fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en voyage? Qu'est-ce que le premier ministre du Québec a fait en France toute la semaine? Rien. Alors que ces gens-là devraient être ici. Et je suis désolé de leur dire, là, s'ils ne le savent pas encore, mais quand ils se sont engagés à faire ça, c'est une job quasiment de 16 heures par jour. Ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas. Il y a tellement d'affaires à s'occuper qu'ils n'ont pas le temps de partir nulle part. Ils n'ont pas le temps de commencer à aller faire un concours de fromage quick. Ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de faire des jobs un peu plates des fois, mais en train de calculer, en train de faire des réunions, en train de s'assurer que tout roule douette. C'est pas des vedettes, là. C'est pas la tournée mondiale de Taylor Swift. Qu'est-ce que ces gens-là font là? Qu'est-ce que ces gens-là font à se promener? Ils sont tout partout. Ils s'occupent de plein d'affaires. Pendant qu'ils s'occupent de passer une règle pour être sûr d'écœurer un café pendant un week-end de F1, eh bien, l'organisation municipale n'est pas en train de se concentrer sur les choses importantes, comme s'assurer que le métro est sécure, je vais le faire. Donc, ces gens-là sont... d'abord, ils vous ridiculisent, OK? On engage n'importe qui. On sait des nominations politiques. Toutes les organisations de transport, les nominations sont des nominations politiques. Des gens qui n'ont aucune expertise dans le domaine qu'ils vont mener. Aucune expertise. Aucune qualité, rien. Aucun CV qui leur donne ce qu'il faut pour gérer des patentes de transport. Et c'est ça, across the board. Across the board. C'est ça, tout partout. Et c'est ça pour les affaires de transport. C'est ça pour comment on gère les écoles. C'est ça de comment on gère les professeurs. C'est comme ça également qu'on gère la santé. En fin de semaine, je ne sais pas qui a écrit un texte dans un journal québécois, mais le but était quasiment de sauver le cul du ministre de la Santé. Comment il s'appelle le ministre de la Santé, Jerry? C'est Dubé. Christian Dubé. On a voulu sauver le cul de Christian Dubé. On lui a dit « Ah oui, mais vous savez, il y a énormément de résistance dans le réseau. La minute qu'on veut changer quelque chose, il y a vraiment... Il y a comme une stratégie. Là. On les laisse arriver, on les laisse se structurer, puis là, quand ils arrivent, la machine les gobe et ils ne peuvent plus rien faire. Wrong. OK? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais pas. Je sais que pour beaucoup de monde au Québec, le statu quo, même si ça va mal, c'est comme une forme de religion, le statu quo. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne connais pas beaucoup de monde dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, quand quelque chose ne marche pas, puis que ça fait 2-3 fois qu'ils essayent deux affaires différentes pour essayer que ça marche et que ça ne marche toujours pas. Ces gens-là, habituellement, prennent une décision assez drastique de dire « OK, enough is enough. OK? J'ai essayé telle affaire, j'ai essayé telle chose, finalement, je ne suis pas capable de maigrir. Donc, voici ce que je vais faire. OK? Je vais arrêter de manger telle chose, je vais arrêter de prendre de la boisson, je vais arrêter de faire tel. » Quand tu vas dire ça aux autres, ils vont dire « Tabarnache, une vie plate, vie de moi, mais j'ai 100 livres de trop et je veux le perdre. J'ai essayé 3-4 affaires, ça ne marche pas. Voici mon nouveau plan. Je ne suis plus rien de traditionnel. J'y vais avec une autre recette. Parfait, boum. Dans la vie de tous les jours, c'est ce que les gens font. Pas au gouvernement du Québec. Au gouvernement du Québec, on s'estime depuis 40 ans à essayer de rentrer le triangle dans le cercle. Sur la patente, le jeu d'enfant de oui, Fisher la Price. boule. Là. Ils ne sont pas capables de le rentrer. Ben non, c'est sûr. La pointe est trop grande. La pointe est plus grande que le trou. Essayez pas. Ouais, mais on va finir par le rentrer dedans. Non, ça ne fonctionne pas. Va juste chercher le rond puis mêler dans le rond. Et prends le triangle puis va le mettre dans le triangle. Ça va se mettre à mieux marcher. Ah ouais, mais vous savez, c'est pas de la faute de Christian Dubé. Il veut vraiment, puis c'est un gars compétent, puis c'est un gars intelligent. Non, on va vous dire pourquoi il n'est pas très intelligent. OK? Il est peut-être intelligent dans un passé pour telle ou telle entreprise, mais il y a une chose, on n'est pas tous... Même les gens les plus intelligents ne sont pas intelligents partout en passant. Là. OK? Même les plus intelligents de la boule, il y a des places où ils ne sont pas. On va vous le dire où lui, il n'est pas intelligent. C'est qu'il n'a pas été assez wise pour arriver là et dire, si je veux que ça fonctionne et si je veux plaire aux Québécois, puis que je veux que les Québécois, quand ils rentrent quelque part dans un hôpital ou pour qu'ils ont besoin d'un médecin, ils vont voir un médecin. Je dois prendre ce système-là, le crisser à la poubelle et partir d'une page blanche. Ça prend du courage. Ça prend une vision par après. Mais la beauté, c'est que les systèmes qui fonctionnent le mieux,
qui ne sont pas parfaits, mais qui fonctionnent le mieux. Il en existe ailleurs sur la boule. Tu as juste à copier celui qui va le mieux sur la boule. OK? Fais la même affaire. Ouais, mais nous autres, c'est pas pareil. On a le syndicat de telle affaire, puis l'autre syndicat de ci. T'es Chris dehors de la gang. Tu repars avec une feuille blanche. Tu réembauches. Tu avises le syndicat que tout le monde est dehors. On commence par l'hôpital là-bas. Cet hôpital là-bas, il ferme. On va aller en cours. Ils iront en cours. On ferme l'hôpital. C'est terminé. On crisse tout le monde dehors. Ouais, mais le syndicat, c'est fini. Fermé. On ferme l'hôpital de là. S'il faut bâtir un autre hôpital à l'autre bord de la rue, on le fera. Si on n'est pas capable de rouvrir dans celle-là parce que la Cour nous empêche de mettre les syndiqués dehors, de travailler dans la même bâtisse, on fera comme déjà des gens ont fait dans certains secteurs. On va mettre les syndiqués dans un building pendant qu'on bâtit l'autre building de l'autre bord de la rue. Et quand le building de l'autre bord de la rue sera prêt à rouvrir, on va crisser dehors tout le monde et on va fermer l'autre building de l'autre bord. Ça, c'est clair? Il y a juste à faire ça. Donc, pas très bright, OK, d'avoir continué quelque chose qui ne marche pas. Puis pendant qu'on fait ça, là, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont focus sur d'autres affaires? Si on réglait les problèmes une fois qu'ils arrivent, le système de la santé, ça devrait faire depuis 25 ans que c'est réglé. On devrait, il y a encore un peu de choses à réaliser, il y aura encore des défis à chaque année, mais pas comme on est là. Pas comme on est là, on fonctionnerait comme partout ailleurs dans le monde. Donc pendant que ça roulerait probablement 200% meilleur que ça roulera, que ça roulerait en ce moment, même s'il y avait, mettons, quelques petits défis à chaque année, ben, on aurait peut-être la tête à solutionner d'autres problèmes. Qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? Qu'est-ce qui se passe avec les routes? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Qu'est-ce qui se passe avec le métro de Montréal? Qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? On aurait le temps de régler les choses une à une. Mais des accumulés, ça fait que il n'y a plus rien qui fonctionne. Nulle part. Oui, le toit pisse, tu mets une chaudière, la chaudière reste là. Oui. Puis là, la chaudière, elle se remplit d'eau, mais il n'y a personne qui va vider. Ça coule à terre. Il n'y a personne qui va vider. Tu dis, Chris, on l'a collé une chaudière là, puis ça pisse dedans. Ils sont partis. Ils sont partis, on dit le problème est réglé. Donc, colisser des cônes oranges partout, ça règle le problème. Mais non, ça ne règle pas le problème. On vit maintenant à travers les cônes. Moi, le métro de Montréal, puis tu parlais de la santé, les hôpitaux. À quelque part, c'est apolitique, ça. Dans le sens que il n'y a pas comme de politique à faire avec ça. En principe, non. Non. Il y a un métro, puis le métro, il faut qu'il soit entretenu, puis le métro, il faut qu'il roule, parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise le métro, puis c'est essentiel à Montréal. Oui, mais allez voir les gens qui ont engagé pour les différentes organisations de transport à Montréal. Des journalistes de Radio-Canada, ancien député ministre sans envergure du PQ, etc., etc. Des gars qui ont des gros salaires, mais qui n'ont aucune expertise. Là, il y a de la politique là-dedans. Voilà. C'est des chums politiques, puis du crossage. Ben oui. Mais t'es pas en train d'engager meilleur. Ouais, mais si t'es le ministre là, de la Santé, là, t'es Dubé, là, tu te dis, moi, là, j'ai besoin d'idées. Là. J'ai besoin de quelqu'un. Pourquoi tu cognes pas à la porte à Karim El Ayoubi? Ah non, tu peux pas parce qu'il est conservateur. On s'en calisse. Oui. C'est des idées qu'on veut. Oui. Toi, tu manques d'idées. Toi, tu sais pas trop quoi faire. À un moment donné, comme tu disais tantôt, tout est politisé. Mais à un moment donné, monte 2-3 marches. Il y a des affaires qui sont au-dessus de la politique. Il y a des choses importantes. Oui, mais jamais ferait ça parce que ça prend du courage pour faire des affaires qui sont pas normales. Tu sais, de dire j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher. À QS, il n'y en a pas. Au Parti libéral, il n'y en a pas. Au PQ, ils ont une petite équipe grosse comme rien que les Québécois veulent élire. On les connaît zéro. Imaginez-vous, les Québécois, c'est des estis dangereux qu'un bulletin de vote. Puis la seule personne dans l'opposition qui n'est pas. Mais il n'est même pas élu en plus. Il n'est pas élu. C'est Karim El Ayoubi. Il n'est pas élu. Va le chercher. Il n'est pas élu, ce gars-là. J'ai écouté les conférences de presse de Karim El Ayoubi avec Éric Duhem. Je pense que j'ai besoin de son input. Je vais l'engager. Je vais lui demander de venir avec moi. Ben voyons. Parce que le but ultime, c'est pas de faire de la politique. Le but ultime, c'est que les Québécois soient soignés et opérés. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je pense que c'est la presse en fin de semaine. Je pense que la presse a essayé de sauver le cul de Christian Dubé. Christian Dubé, là, les grands slogans, le gars, il était dans le privé. Il a fait des miracles avec telle compagnie. C'est un gars qui est intelligent. Les hot dogs. On
On vous donne une piqûre, puis on vous donne un hot dog. Vous rêvez depuis tout le temps de manger un stimé. Un bon stimé. Il n'y a pas de stimé au Centre Bell. Premièrement, il n'y a pas de stimé au Centre Bell. C'est des fucking hot dogs rôtis. Mais c'est eux autres qui nous mènent. Ils sont un peu niaiseux. Non, ils sont un peu nono. Ils sont un peu nono. Oh, oui. Mais pourquoi je fais le lien entre tout ça? C'est qu'il y a des affaires qu'on voit plus que d'autres. On ne sait pas comment ça marche à la Société de transport de Montréal. Mais si vous pensez qu'il y a des imbéciles dans tel domaine que vous voyez, puis l'autre domaine que vous connaissez un peu plus, il y a des imbéciles, puis que tous les autres que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, c'est tous des genres de gourous, des genres de grands experts, des genres de grands sorciers. Non. La seule différence avec ceux que vous voyez, c'est que vous ne les voyez pas. Mais si vous avez accès où ils sont, puis vous assistez à une réunion, puis vous regardez comment ça fonctionne, ils sont aussi épais que ceux que vous voyez. On est entouré d'incompétents et de sans talent. C'est ça qu'on a, là. Il faut, à un moment donné, prendre conscience de ça. Et il n'y a rien de pire que d'essayer de sauver le cul de gens incompétents. Excusez-moi, là. Il n'a pas passé le test du B, là. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde qui demande que Dubé soit crissé à la porte? Tout le monde en veut à plein de monde, là. On en veut à Legault, on en veut... Oh oui, parfait, regarde, Legault le mérite. On en veut à l'autre, on en veut à Sy, on en veut à Trudeau, on en veut à Blanchette. Mais une des personnes les plus importantes au Québec, parce que ultimement, on a toujours besoin d'aller à l'hôpital, de se faire soigner, d'avoir une opération. Une des personnes les plus importantes, c'est Christian Dubé. Et ce gars-là est épargné. Chris, pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? C'est le plus gros échec du gouvernement. C'est un des plus gros échecs. C'est de pire en pire. Il nous avait promis qu'il allait mettre ça douette, alors que nous, on savait que ça n'allait pas arriver parce qu'il allait essayer de faire du neuf avec le vieux tout scrap qu'il y avait. C'est impossible. C'est une patente à colisser à terre. Tu démolis ça. Bon, appelez mon chum Francis avec la grosse pelle mécanique. On va tout démolir la patente. Et on part à zéro avec une page blanche, puis on fait ça neuf. Il n'y a pas de rapiessage, il n'y a rien à faire. Ouais, mais donnons-y un break, c'est tough pour lui. Il y a de la résistance dans le système, etc., etc. Mais justement, démolis le fucking système. C'est clair? OK, bien, c'est lancé pour le Jeff Liberté. Plus de Jeff Liberté dans la section, en fait, dans le podcast Prime de Radio Pirate. Pour les membres, beaucoup de stock aujourd'hui. Entre autres, prochain podcast avec notre chum Jerry, on fait une boîte. On a un lab avec Mr. White aussi un peu plus tard. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. 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 As-tu le upset? J'ai pas écouté la game, mais je pense que je vais essayer de l'écouter en accéléré quelque part. Le upset de Alabama qui a perdu contre Vanderbilt. Oui. Vanderbilt, c'est une université dans le cœur de Nashville. C'est Nashville. Donc... Mais je t'en parle pour une chose, parce que... Mais il y a beaucoup d'upsets cette année en passant. Oui, mais là, la face, c'est que la cote était... Ça devait être très payant. Alabama était moins 23,5. Wow! Oh, oui, ça s'est pas vu depuis, je pense, une affaire comme 30 ou 40 ans. Donc, un upset de cette ampleur-là sur un pari. Donc, ça veut dire quoi à peu près pour quelqu'un, mettons, qui a mis 1000$ sur le match pour Ben, Vanderbilt? Dans ce cas-là, c'est que j'ai pas la cote. OK. Mais si, mettons, que tu disais... mettons que tu disais que Alabama allait gagner, ben, tu dis, ouais, mais Alabama gagne. Et on sait qu'ils vont gagner. Mais quand tu fais le pari, il faut que tu t'enlèves 23,5 points. Exact. Là, OK, là, ça twist la patente. Oui. Mais ils ont gagné 40-35. Tu aurais gagné ton pari même si Alabama gagne par 20. Mettons que tu prends pour Vanderbilt. Oh, voilà. Mais Alabama gagne par 20, 20, tu gagnes. Tu gagnes ton pari. Exact. Donc, j'imagine que l'écart était tellement grand que finalement, c'était-tu si pas payant que ça? C'est ça que je comprends? Mais moi, je pense que si tu paries avec l'écart, oui.
là, si tu paries avec l'écart, là, il y a comment dire, il y a une cote. Mais si tu paries brut les deux équipes, la cote de Vanderbilt devait être excessivement payante. Là. C'est-à-dire, équipe pour équipe. Là. Oublie l'écart. Là. Oublie le 23 points. Là. Ouais. Parce que c'est un upset incroyable. Là. Mais il faut que je retrouve la cote de ça. Là. Mon feeling, c'est peut-être une cote de 50 ou de 100 pour 1, ça, là, cette affaire-là. Là. Oui. Non, feeling. Là. Donc, c'est un gros upset dans le. Moi, ils ont pogné le poteau des buts. Ils l'ont arraché du terrain, du stade. Oui. Ils l'ont sorti. Ils se sont promenés Ça, sur c'est comme Broadway une avec. tradition, ça? Ouais, c'est une tradition. Je ne suis pas certain que Vanderbilt ont eu à le faire bien souvent dans leur histoire. Mais ils l'ont arraché, ils sont partis avec, ils se sont promenés sur Broadway, puis ils l'ont sacré dans la rivière en arrière. De ce que je comprends. Il y a comme une rivière. Là, il y a un pont à traverser pour aller vers le stade de foot où jouent les Titans. Là. Donc, il y a une rivière dans ce coin-là. Je ne connais pas nécessairement le coin, là, mais de ce que j'ai pu voir sur la map. Donc, ils ont sacré ça dans la rivière. C'est ça, c'est une genre de tradition. C'est une tradition. Mais là, toi, ton équipe a gagné? Ouais, mais ça a fini à 3h moins 20 du matin. Voyons donc, pourquoi? Parce que c'était exceptionnel que, habituellement, les matchs en Californie sont faits pour que la côte Est les voit le soir. OK? Donc, ça veut dire qu'ils les partent à 4 h l'après-midi. OK. Et là, ils l'ont parti à 7h30 le soir, heure de l'Ouest. OK. Donc, ça veut dire que c'était à 10h30, heure de l'Est. Puis, là, ça a fini. Et le U perdait, il restait 8 minutes au troisième quart. Je pense que le U perdait, je vais dire ça. Moi, j'ai écouté le match du début à la fin, là, parce que je me disais, je sais pas, je sens qu'il va y avoir un genre de... Je sens qu'on va avoir un petit comeback, je sais pas, ils l'ont fait il y a pas longtemps, ils sont spectaculaires, donc faut pas désespérer. T'as fait jusqu'à 3 h du matin? Yes! C'est un peu, là. Yes. Si elle dit yes. Ça, c'est rare. Ben oui, j'ai fait ça, là. Écoute, c'était... Je sais pas, j'avais comme un feeling que ça allait se passer. Donc, le U perdait contre Cal. Cal a une très bonne équipe, là. Puis le carrière de Cal, c'est un genre de Cubain ou je sais pas trop quoi, mais qui a été élevé à 3 minutes du campus de l'Université de Miami. OK? Et lui, c'est un U depuis qu'il est tout petit. Et quand il est arrivé pour cogner à la porte du U, ils ont dit t'es un bon carrière, mais tu ne seras pas carrière pour nous autres. Et il est parti à Cal, cette grosse université de l'Ouest-là. Donc, au début, c'était OK, il a très bien joué. Il est en train de crisser une volée à l'équipe qui l'avait refusé. Et le meilleur joueur du pays, le carrière du U, qui est en tête de liste en ce moment pour le Heisman Trophy, lui, il était perdu complètement. Et donc, c'était 35-10 pour Californie contre Miami. Il restait 8 minutes 6 au troisième quart. OK. Et il y avait 25 points, là. Il y avait 25 points d'avance. Et le U, avec Cam Ward, ont réussi... 3 touchés et un placement? 3 touchés et un placement. Wow! Puis ils ont gagné 39-38 dans la dernière seconde. Y a-tu un fumble de quelque chose à la fin? Non, ils ont juste... même pas. La défense a comme figuré out comment est-ce que la Californie jouait. Puis, écoute, là, le stade était bien plein. À la fin, là, je dis, les gars ne pourront pas sortir de là. Tu sais, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de violence. Là. Il y avait de la violence, il y avait de la... Ben, le U, en partant, c'est probablement l'équipe la plus haïe au pays depuis toujours. Ah ouais. Et depuis les années 90, fin 90, le U a moins... Tu sais, il y a eu des sanctions, il y a eu un paquet d'affaires, ça me fait très, très mal au programme. Puis là, il avait comme perdu un peu de lustre. Tu sais, le côté, tout le monde haït le U, ben c'était comme... Ça s'est comme estompé, là, cette année. Là. Wow! Là, c'est... Beaucoup de haine envers l'Université de Miami, mais très, très, très bon match. Ça finit à 3h moins 20 du matin. Je peux te dire qu'hier, je n'étais pas très fonctionnel. J'ai eu besoin d'un Red Bull à 11h30 du matin. Un petit Red Bull. J'ai eu besoin d'un Red Bull. Wow. C'est très rare que je fasse ça. Te connaissant, même si tu t'es couché tard, tu dois avoir eu de la misère à te lever tard. Ben, je me suis pas levé tard. Je me suis levé à la même heure. Ben, c'est ça. Mais et en plus, j'ai eu de la misère à m'endormir parce que là, j'étais comme craqué quand je suis arrivé. Là. Oui. C'est très bon match. Tu veux-tu parler de mon match des Dolphins contre les Patriots? Si tu veux. Moi, je l'ai pas. Moi, j'ai rien écouté, pour vrai. C'est un des pires matchs de football de l'histoire du football. OK. C'était affreux. Ça finit 15-10. Les Patriots, c'est probablement la pire équipe de la NFL. Puis la deuxième pire, c'est probablement les Dolphins. C'était dégueulasse. Je veux saluer Ollie the African,
qui était au stade des Patriots pour le match. Il faisait beau soleil, un genre de 18, 19, 20 degrés, extraordinaire. Mais quel match! Regarde, c'était des erreurs, c'était du gros n'importe quoi. Là. C'était même pas... La NCAA était... Je pense que le U aurait clenché les Patriots 25-10. Et là, ben, c'est les Dolphins qui ont gagné 15-10. Ça fait vraiment pitié. Là. Je ne sais pas comment on a pu se ramasser là. L'autre upset, les 49ers. Il y a plusieurs équipes qui ont des dossiers un peu douteux. Là. Les Bengals. Mais les 49ers, j'ai écouté le match. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, ma blonde a sac de ça. Là. Mais j'ai dit, je pense, moi, pendant vraiment, on va avoir un upset. Mais il lidait encore. Mais je regardais comment ça tournait sur le terrain. Et les Cardinals ont gagné contre les 49ers. Oui, les 49ers sont 2-3, là. Oui. Tu sais, pour une équipe de même, là, c'est 2 victoires, 3 défaites. Mais il y a beaucoup de clubs qui ont de la misère. Tu sais, je te dirais, 2e défaite de suite de Buffalo. Oui, les Bills ont perdu, c'est vrai. Les Jets, qu'on pensait qu'avec Aaron Rodgers allait avoir une bonne saison, sont 2-3 aussi. Oui. Regarde. Moi, j'ai écouté une game, puis je pense que les commentateurs ont dit que c'était possiblement la meilleure game qu'il y a eu depuis le début de l'année. Mm-hmm. J'ai écouté les Bengals contre les Ravens. C'est ça, ben, que les Bengals ont un peu perdu par eux-mêmes. Là. Ouais, C'est un jeu là, de choses là, à la fin, là, de ce que je comprends. Oui. Mais quel match incroyable. Écoute, j'étais Beaucoup de points. Moi, qui n'ai pas football, vraiment, j'ai été scotché à cette game-là tout le long. Oh oui, ça a été gros show en fin de semaine. Les Bengals aussi sont dans le trouble. Là. Ouais, ils sont 1-4. Ils sont 1-4, les Bengals. Christique, l'équipe qu'ils ont là, les wide receivers qu'ils ont là, ils ont des bons tight ends, ils ont un super carrière. Défensivement, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui est fait, qui leur donne des problèmes. Mais beaucoup de gros clubs ont des problèmes. Puis ça pourrait... Mettons que Houston finit au Super Bowl. T'es-tu surpris, toi? Que Houston se ramasse avec le jeune comme carrière? Moi, je suis pas surpris. Je serais pas surpris 0-0-0. Non, je suis pas surpris. Parce qu'ils ont... Excusez-moi, là. Les Bills... J'ai regardé jouer les Bills après la 3e semaine, j'ai dit, ouais. Ils sont douteux. Je pense que les Bills, Josh Allen est dominant, c'est le meilleur carrière du football. C'est sûr qu'ils sont en mission, sont coachés comme ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'il n'y a plus de vedettes dans le club. Ils ont clairé, c'était quoi, c'est Diggs, je ne sais pas trop quoi, celui qui était là, qui est rendu à Houston d'ailleurs. Puis, j'ai dit, on dirait qu'ils ont trouvé une nouvelle formule, ils font participer tout le monde, ils ont un bon gars en arrière qui fait toutes sortes de jeux très polyvalents. J'ai dit, après moi, c'est eux autres. Je dis ça, après ça, bang, bang, 2 défaites. Et là, ils sont méconnaissables et battus par Houston. Et là, ben, quand je regardais hier les faits saillants de Houston contre Buffalo, je me suis dit, OK, et si l'équipe que je voyais comme étant la meilleure équipe de la Ligue, c'était Buffalo il y a 2 semaines, et que là, Buffalo vient de perdre contre Houston, j'ai comme l'impression que c'est Houston la meilleure équipe. Le jeune, c'est Stroud, il a 330 verges par la base. Ah non, c'est une machine, lui. Vraiment, c'est une machine. Houston, checkez ça, là. Hey, il n'y a pas longtemps, eux autres, ils étaient 1-15. Je pense que s'il y a 2 ans, il était 1-15. Oui, il n'y avait pas de... C'était l'équipe ridiculisée à travers la Ligue. 2 ans plus tard, c'est probablement la meilleure équipe en ce moment. Autre chose dans la boîte, mon ami Jerry? L'histoire du vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu passer, le vidéo de Justin Timberlake, parce que Timberlake est en spectacle à Montréal, au Centre Bell, c'était vendredi, je pense, le 4. Ça, c'était pas samedi, c'était vendredi. Puis là, il y a une vidéo, je pense que ça a été pris par quelqu'un de la foule. C'est que pendant le spectacle, il y a... tu sais, quand tu vas voir un show, là, on voit beaucoup de téléphones cellulaires parce que le monde s'en sert pour faire de la lumière, pour... Avant tout, pas juste des shows. Tu vas avoir un événement sportif, maintenant, les gens checkent beaucoup leur téléphone. Oui, mais la fait, c'est quand tu t'en sers pour faire... Tu sais, anciennement, on avait un briquet dans les mains. Aujourd'hui, on n'a plus de briquet, on s'en sert pour faire de la lumière des fois, là. Mais quand tu passes le show à regarder ton téléphone, ça fait bizarre. Ben, tu passes le show des fois... Tu regardes le show à travers ton téléphone. Oui, soit le filmer ou regarder... Mais là, c'est même pas ça. Là, c'est la vidéo, c'est une fille qui est en avant. OK, la vidéo qu'on voit, c'est à Montréal, ça? Oui, c'est à Montréal. Je savais pas que c'est à Montréal. Non, la fille est... Tu peux voir... Ça, c'est des billets les plus chers. T'es en avant. Tu peux mettre tes mains sur la scène. La fille est là. Puis là, tout le monde danse. Puis là, c'est le Timberlake qui chante. Et là, ils ont une surprise. Mais là, la fille, elle est concentrée sur son téléphone. Ben oui. C'est comme si elle n'entendait absolument rien. Et sur son téléphone. Puis là, Timberlake, même, il marche, puis il danse, puis il se promène.
Il arrive proche de la fille, il se met quasiment à genoux pour lui dire « Oh! Allô, il y a un spectacle ici, là. » Là, la fille, elle se fait donner un genre de petit coup sur l'épaule pour dire « Hey, réveille, Christophe Timberlake te parle. » Là, elle se lève les yeux. « Hein? » Elle se lève les yeux, mais lui, il est déjà parti. Là, lui, il est parti. Mais là, elle tire sur son pantalon pendant qu'il part. Époque de marde. Parce que là, elle vient se rendre compte qu'elle l'a manqué. Oui. Mais, Alors qu'il était à 6 pouces d'elle. mais ce vidéo-là il fait pas mal le tour du monde. Là. Je sais. Mais le plus drôle, c'est que c'est une personne connue, la fille. Non! Ben oui, c'est une personne connue. Arrête! Ben oui. c'est Je une l'ai personne- vu, c'est qui ça? Je la connais pas partout, moi. C'est Catherine Levac, l'humoriste, animatrice. Arrête donc, toi. Ben oui, c'est elle. C'est elle. Ça a été confirmé, ça. Tu la reconnais ou tu sais? Je la reconnais, c'est elle. Certain, je mettrais 100 piastres, je mettrais 1000 piastres que c'est elle. Wow! C'est Catherine Levac. C'est qui Catherine? Excusez. C'est C'est qui une- Catherine Levac? C'est une humoriste. Ok. Je sais que les humoristes. J'étais sûr. je pense Ah, que- c'est-tu que j'étais sûr? Ben, je suis plus que. Là, j'ai dit, il fait tout semblant de la connaître. Ben non, mais là, c'est parce que je suis tanné d'avoir l'air niaiseux, là, mais je vais le dire pareil. C'est qui Catherine Levac? C'est une humoriste, puis elle est assez populaire. OK, bon. Oui. Désolé. OK. Mais elle est désolé. animatrice aussi d'une émission de TV. Là, En plus, Attends un peu. c'est Donc, elle est ça. très populaire. L'affaire est dans le pré, là. L'amour est dans le pré. OK. t'as déjà écouté ça, Jeff? Non. Bon, oui, full. L'amour est dans le pré. Full. C'est elle qui anime ça. Elle n'a pas animé aussi des Qu'est-ce sortes d'occupation que je- double. Hey, ou je suis patente. pas là, moi. Moi, je connais rien. C'est incroyable. Calif. Mais c'est une fille connue. Là. C'est elle. C'est elle. C'est Encore, sûr j'ai vu, que c'est elle. une vidéo, je sais pas c'est qui ce fille-là. Je C'est peux ça. vous confirmer que je sais Mais pas, c'est juste aucune drôle idée. que c'est que tu fais le tour du monde parce que toi, quand tu vas voir un spectacle, ta face dans ton téléphone. Puis le plus incroyable, c'est que si tu es assis dans le pit en haut, je peux comprendre. Mais là, tu payes un billet peut-être à 5, 6, 700 pièces pour être à en côté sur avant. stage. La dernière affaire, jamais je regarderais mon téléphone. Je suis en avant. Moi, je suis un fan. Quand tu es en avant de même, c'est que tu es fan pour vrai. Là. Et tu payes cher, esti? Tu payes une fortune pour le voir en spectacle. Puis tu regardes ton téléphone. Non, le vidéo est extraordinaire. Quelle époque? Vraiment. Mais c'est ça. Ça montre l'époque où ce qu'on est, Mhm. justement, de drôle de patente. Hey, Justin Timberlake, lui, il avait pas pogné une genre de ballon il y a pas longtemps, lui? oui, Balloon dans le coin de Cape Cod. C'était pas les Hamptons? Ah, OK. Il me semble que c'était dans les Ah, Hamptons. ok. Dans un gros hôtel-restaurant chic, parce que tout est chic. Ben, les Cape Cod Oui. aussi, là, Martin Vineyard, OK, tout c'est ça. ça. Mais, Ah, c'est les Hamptons. Ouais, c'était dans les Hamptons. Ah, oui. Ouais. Donc, lui, il est comme correct, c'est ça? Il est comme... une ballonne, c'est pas grave, ça. Tu peux... Je pensais qu'une ballonne... Je trouve ça illégal. Mais Je connais il n'est pas, peut-être pas passé en cours encore. Ça se peut. Ouais. Oui, il a le droit de venir au Canada. Mais maintenant, je me posais la question. Si, mettons, tu as un dossier judiciaire, qu'est-ce que ça arrive dans ce temps-là? Normalement, non. OK. Mais c'est sûr que... Bon, il y a d'autres. C'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Non, toi, tu Ouais. passes à la douane avec ton char, il y a une règle. Ouais. Lui, il arrive en jet privé, puis c'est Les règles sont pas les mêmes. C'est un chanteur. À part ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Hydro-Québec. Qu'est-ce qui arrive avec Hydro-Québec? Hydro ajoute... Puis Hydro, il y a une espèce de kit. Vous savez, le service ILO, là. Ouais. HILO. Les thermostats intelligents. Là, Hydro, il ajoute un nouveau thermostat, un ou deux, un nouveau thermostat. Mais la subvention est intéressante pareil. Hydro offre 700 pièces par maison pour subventionner la maisonnée à prendre un kit. Autrement dit, c'est 10 thermostats à 70 pièces chaque. Donc, OK. Donc, ça sent bien. tu as 700 pièces de thermostat free que si tu installes dans ta maison pour faire le changement là, de tes thermostats. Là-bas. Moi, je peux te dire une chose. Même donné, tu les prends pas? Non, donner, je les prends pas. Là. Jamais je vais avoir un kit de thermostat lié avec Hydro. Là. Ben, c'est ça que tout le Jamais monde se ça pose va la question. arriver. Ouais, mais ils font ça en rabais, ils les donnent quasiment, ça coûte plus cher. Ben, 70$ pour un thermostat, c'est déjà bien payé. Là. Ouais. Mais tu sais, habituellement, un thermostat intelligent, si vous prenez celui de Google, le Nest, là, ça coûte 200-300$. Donc, eux autres, ils te subventionnent d'une certaine mesure le thermostat intelligent.
Puis, il faut que tu prennes Mais il faut se prendre leur kit à eux autres. faut que tu prennes leur kit à eux autres. Oui. Après ça, ben, pour être sûr que c'est bien fait, tu es obligé de t'engager un électricien pour les poser. Tu ne peux pas les poser toi-même, OK? Mais le but, eux autres, c'est pas ça. Là. La subvention, ça en sac un peu. Le but, c'est plus tard. Ben oui, le but, c'est plus tard. C'est une forme de contrôle. Là. C'est une forme de contrôle. Puis une fois, eux autres, ils voient pas ça de même. Les gens voient ça avec ils subventionnent une certaine mesure. Mais Oui. c'est pas ça, la patente. C'est qu'eux autres, plus il y en aura. Les gens qui vont avoir ça, là, vous allez être sous contrôle de Hydro-Québec. Hydro-Québec va vous imposer. J'en suis convaincu. À vous, en premier, l'histoire de l'utilisation pendant les heures de pointe du courant. Donc, vous aurez des tarifs en fonction de l'heure que vous utilisez, entre autres. Mettons, prenez un bain. Bien, ils vont vous dire, un bain à 6h30, là, il y a déjà trop de monde qui prenne de l'eau. Prenez votre bain à 8h30. Oui, mais les enfants se couchent à 8h15. C'est pas grave. On va vous donner un tarif préférentiel si vous retardez ça pour pas qu'on ait des pointes. C'est ça le but. C'est qu'ils ne veulent plus avoir de pointe. Une pointe du matin et une pointe de soir. Donc, ils vont tout faire pour ça. Est-ce qu'il y en a qui vont dire, non, mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont pas monter les tarifs de tout le monde, puis après ça, ils vont donner des breaks si vous partez le lave-vaisselle la nuit. Ben oui, c'est ça qu'ils vont faire. C'est pas vrai qu'ils vont prendre les tarifs actuels puis qu'ils vont vous dire, si jamais vous prenez votre lave-vaisselle à 8 heures le soir au lieu de 6 heures, on va vous faire payer moins cher votre facture d'électricité. Ben non. C'est arrivé quand, ça, que vous avez eu un break dans vos factures? Ça arrive jamais. Là. Jamais. C'est qu'ils vont monter tous les tarifs de tout le monde et ils vont dire, ceux qui ont... Comment ça s'appelle, la patente? ILO. Ceux qui ont ILO, quand vous allez partir votre lave-vaisselle ou vous prenez une douche en soirée, vous aurez un break, vous allez avoir probablement le même tarif qu'on a en ce moment pour tout le monde. Tout le monde va être augmenté, là. Donc, eux autres, ils vont le jouer à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est qu'eux autres, ils vont dire ça. Tout le monde va t'augmenter. Tu n'as pas ILO, toi, tu vas payer le même prix, plus cher tout le temps. Tandis que si tu as ILO, on va pouvoir t'espionner. Puis, on va pouvoir baisser ton tarif quand tu vas faire des choses qui tirent beaucoup de courant en dehors des pointes. Donc là, j'ai un break, mais je me fais espionner. Oui. Parce que ça prend un petit bonbon. Là. Oui. Donc, oui, j'ai un petit break financier, mais sauf que le gouvernement regarde ce que je consomme. Là. Oui. Puis, ils vont Puis pouvoir... contrôle la patente. Puis, ils vont pouvoir... Regarde, mets ça ensemble. Tu as le compteur, tu as ILO, Oui. puis tu as les bornes de recharge de voitures certifiées par les gouvernements. Parce qu'il y en a plein de bornes, mais il faut que ce soit... Il y a des bornes que, si tu vas avoir la subvention, entre autres, il faut qu'elles soient certifiées par le gouvernement. Donc, tout ça ensemble, c'est des patentes qui sont reliées et sont branchées au Wi-Fi. Parce qu'il y a de la fibre optique qui rentre. Vous ne le savez pas, là, il y a une fibre optique qui rentre dans patente d'Hydro-Québec. Donc, il y a un transfert de data qui se fait continuellement entre votre compteur et entre vous et votre maison puis Hydro-Québec. Donc, eux autres, c'est sûr que quand tu vas brancher la voiture, tu sais, en ce moment, là, brancher une voiture, si, mettons, tu as une batterie normale dans une voiture, puis que tu charges peut-être full, là, de vide à full, mettons comme une tank de gaz, ça va te coûter à peu près par mois 40$. OK. C'est pas si pire. Tu sais, tu vas prendre à peu près 10 kWh en moyenne. Là, je veux dire, c'est 10 cents le kilowattheure. Tu vas prendre à peu près tel nombre de kilowatts. Si tu fais ton calcul, là, on l'a fait hier, là, puis ça va te donner à peu près, si mettons tu roules pas mal, quelqu'un qui met à peu près 200$ de gaz, ça va coûter à peu près 40-45$ d'électricité. Mais ça, c'est là. Mais dans le futur, c'est pas ça. Là. Dans le futur, ça va pas ça. Dans le futur, ça va être 80, 85, 100$. Ils vont dire, hey, c'est 50$ de moins que le gaz. C'est 50% de moins que le gaz. Mais ça va être augmenté. Parce qu'ils vont pouvoir te tarifer en fonction de ce que tu fais. C'est ça le but. C'est pas du complot, là. Je veux dire, c'est de la business. Là. Le gouvernement, il est là. Le gouvernement est là pour faire vos poches. Là. Il n'est pas là pour sauver la planète. Il n'est pas là pour gérer l'énergie. Il est là pour le cash. C'est une bébête à cash. Là. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et plus de boîtes dans la version Prime sur Radio Pirate. Il y a une petite boîte. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. 100%. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Ouais?
Mr. White, le lab, qu'est-ce qu'il y a dans le lab? Enfin, je sais que quand on vient du week-end, tu as c'est toujours l'enfer. beaucoup de C'est stock. l'enfer, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont demandé à PSPP s'ils allaient aller voir les Kings. OK. Ah, je te fais écouter la réponse. Donc, Ils ont demandé ça, évidemment, genre vendredi. là. OK. Jeudi, vendredi. Ben, j'ai pas entendu le bout, j'ai lu l'histoire. J'ai Ouais. trouvé ça. Ben, regarde, j'en ai parlé tantôt sur les gens qui sont avec nous sur le Prime. J'en ai parlé un petit peu. Je suis revenu. Mais vendredi matin, même pour les gens qui sont sur la version gratis, j'ai parlé de ça. Moi, regarde, je trouve que c'est too much. Là. Puis même Éric Duhem est tombé là-dedans. Je n'ai pas trouvé ça, si hot. Là. Regarde, c'est un beau week-end. Puis là, à un moment donné, ultimement, il faut rappeler notre gomme. Là, là, au nombre de milliards qui revolent puis que les gens ne voient pas la couleur de tout ça, même si une fois de temps en temps, on avait un peu d'argent qui nous revenait pour des activités qui font plaisir au monde. Why not? Allez voir les Kings. Tu es un amateur de hockey? J'adore le hockey. Et je vais aller voir les Remparts de Québec. Mais vous ne me verrez pas aux Kings. Dans quel monde j'irais encourager une dilapidation des fonds publics? Non. Parce que je répète un peu ce que j'ai dit dans le Prime un peu plus tôt, mais tu sais, à un moment donné, il faut en venir. Là. Ouais. On va venir. Le Québec, c'est des subventions. On va avoir des subventions pour toute notre existence. Là. OK, vous allez mourir dans 25, 30, 40 ans, peut-être dans 10. Il y aura toujours des subventions. Il va en avoir à tonnes. On parle de milliards de subventions. Le Québec donne entre 7 et 10 milliards de subventions. Donc, 7 à 10 milliards, c'est, mettons qu'on le dit à 10 milliards, c'est 10 000 millions de dollars. OK? Cette activité-là a coûté 5 millions de dollars. Si vous avez un autre 5 millions pour le festival d'été, vous avez un 5 millions pour le golf, vous avez un 8 millions pour la F1, vous avez un 10 millions pour Oshéga, 2 millions pour le festival de jazz. Pour moi, c'est les derniers millions qu'on doit couper de toutes les subventions. Si on en garde, parce qu'on est une place de subvention, si on en garde, les dernières subventions qu'on coupe, c'est les subventions qui amènent un peu de fun dans la place et qui amusent le monde. C'est l'argent du monde. À partir de maintenant, PSPP, c'est peinturé dans le coin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des subventions données, il va falloir qu'il agisse de même. Ouais. Puis ce gars-là va être au pouvoir bientôt. Là. Malheureusement, le gars va être au pouvoir. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas l'équipe qu'il faut. Il n'y a pas le programme qu'il faut. Il n'y a rien. Mais les Québécois, avec un bulletin de vote, sont dangereux. Regarde, c'est ça que ça va donner. Mais lui aussi va en donner des subventions à la tonne. Puis vous allez vous rendre compte que finalement, même ceux qui ont pogné les nerfs sur la subvention donnée à PKP, qui, lui, a payé les dépenses des Kings et des autres équipes, vous allez voir que finalement, cette subvention-là n'était pas si grave. Tu sais, à un moment donné, revenez-en. Là. Au Québec, il y a un annuaire des subventions. Ben oui, un annuaire des subventions. Tu vois, sur subventionquebec.net, il y a un PDF de 618 pages. Ben oui. Regarde, là, OK. C'est parce que c'est drôle que c'est moi qui défends ça. Je suis contre toute forme de subvention. Toutes les formes de subvention, je suis contre. Toutes les subventions. Moi, si moi, je suis un jour, mettons que je suis dans une province, on la part à zéro, il n'y en a pas de subvention. Il n'y a pas d'impôt aux entreprises. Les entreprises ne paient que les taxes de biens et services. Il n'y a pas de remboursement et il n'y a pas d'impôt. OK? On va checker les comptes de dépenses des boss. On va checker leur salaire, à savoir s'il n'y a pas une fuite quelque part dans leur revenu personnel. Mais l'entreprise en tant que telle, c'est un paradis fiscal. Ça, c'est moi comment je le vois. OK? Chacun nos histoires. Donc, moi, je le vois de même. Donc, il n'y en aurait pas de subvention. Donc, c'est très bizarre que ce soit moi qui parle de ça tout le temps. J'ai comme un côté de moi j'ai un malaise. Mais c'est parce que pourquoi avoir choisi celle-là? Tu sais, je veux dire, là, il y en a plein de subventions que lui-même va amener, puis que lui, à partir de maintenant, va devoir il va devoir faire ça tous les fois. Tu sais, chaque fois qu'il va y avoir des subventions, quand il va y avoir des affaires d'autobus, il va falloir qu'il fasse la même chose. Ouais, si vous pensez que je vais prendre l'autobus, c'est ça. c'est pas vrai que je vais aller prendre des autobus électriques à coût d'1 million de dollars l'autobus, alors que les autobus au diesel sont à 270 000. C'est 800 000 de plus d'argent public. Moi, je suis pour qu'on fasse attention à l'argent public. Il faut avoir une gestion saine, puis il faut faire attention à nos dépenses. Parfait. Moi, j'achète ça. Là. Si demain matin, PSPP joue ce game-là à toutes les dépenses folles, je vais voter pour lui. Mais le seul moment où vous allez l'entendre, c'est ça, parce que c'est devenu un genre de symbole. C'est devenu un genre de... Tu sais, quand on passe une chire, c'est le même. Garde, tout le monde est sauté là-dessus, les médias sont sautés là-dessus, il y a une genre de stratégie. Et la vérité, c'est que PSPP, il ne peut pas dire « j'ai le goût en sacrement d'aller voir les Panthers contre les Kings ». Non.
Parce que j'aime vraiment ça. Puis en plus, j'ai suivi les playoffs et les Panthers. Ils ont vraiment une bonne équipe, là. J'ai le goût d'y aller. Il ne peut pas y aller. C'est à cause de ça qu'il est premier dans les sondages. C'est à cause de cette subvention-là qu'il est premier dans les sondages. C'est là que ça a parti. C'est vrai, pareil. C'est là que ça a parti. Donc lui, il est fourré. C'est vrai. Ah, moi, j'aime vraiment le hockey. Ouais, mais finalement, je vais passer par-dessus ça, mais y aller pareil. J'ai payé mon billet. Mais il ne peut pas y aller. Il est fourré. Parce que c'est à cause de ça que... C'est à cause... Imagine-vous, là. Tu sais, on répète les mêmes affaires. Mais 17 milliards dépensés pendant tous les 2 ans et demi de la COVID, aucune question de PSPP, puis aucune question d'aucun parti politique à l'Assemblée nationale sur des dépenses qui n'ont jamais été votées, qui n'ont même pas eu d'appel d'offres, etc. 17 milliards. C'est incroyable là, quand tu y penses. 17 milliards. Pas un mot sur la game. On a, à cause de ça, à cause de la COVID, de toute la folie qu'on a faite, on a maintenant un déficit de 10 milliards, puis la rumeur dit que notre déficit serait peut-être plus de 14 milliards. On le saurait dans quelques jours, je pense. Il y aura un genre de bilan économique en plein milieu de... Mais ça se peut qu'on soit plus dans la merde qu'on pense. Ça sera pas moins, en tout cas. Et là, c'est ce 5 millions-là qui fait capoter tout le monde. Mais au niveau politique, il a fait la job. Parce que c'est à cause de ça que PSPP mène des sondages. Des fois, c'est incompréhensible. On va se le dire, des fois, c'est incompréhensible ce qui se passe. Incompréhensible. Anyway, passe à autre chose parce que si on part là-dessus, on finira pas. On passe à Marie-Lou. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Lou? Marie-Lou. Ben, tu sais bien que j'ai écouté Marie-Lou en fin de semaine. Avec qui elle était? Je vais aller rechercher leur nom parce que je suis pas capable de remarquer leur nom. En tout cas, elle va nous le dire. Le nom, elle le dit tout le temps. Je le sais. Bon, oui, elle le dit souvent. Bonjour, PSPP. Est-ce que tu es allé au hockey pour toi, PSPP? Est-ce que la subvention de 5 millions, toi, PSPP, qu'est-ce que tu en penses, PSPP? Elle a dit toujours les prénoms de tout le monde. Donc, elle va nous le dire. Mais là, elle recevait, regarde, je vais te les nommer. Est-ce que tu connais Julia Pagé et Oliver? Ah, c'est Oliver. OK. Oliver Arbour-Mass. Pas du tout. Mais non, moi non plus, je ne connaissais pas. Mais ça a l'air que c'est des podcasters, ça. OK. C'est des podcasters de Radio-Canada. Et là, ils ont parlé du sondage que tu as parlé tout à l'heure concernant les gens qui suivent moins les nouvelles au Canada. Tu sais, oui. Bon. Fait que là, ils étaient partis là-dessus. Et là, elle a reçu ces gens-là pour parler qu'il y en a qui font de la vraie information et il y en a qui font de la fausse, même dans les podcasters. OK. Et là, j'ai trouvé ça comique parce qu'elle a mentionné quelqu'un qu'on connaît. OK. On l'écoute. On va écouter la première cote. Il y a une méfiance envers les médias d'information qui est vraie dans toutes les tranches d'âge. Là. Ça a commencé à se transformer pour 1000 raisons. Mais il y a quand même un appétit d'être informé. On le voit par le succès de certains influenceurs. Là. Parlons de Farnell Morissette, par exemple. Il y en a plein d'autres. Là. Il y a des gens qui font des choses qui durent des heures là, sur YouTube et qui, sans décor, sans rien, expliquent des situations géopolitiques. Puis ça a beaucoup de succès, Julia. Oui. Donc, c'est pas vrai que les jeunes ne veulent pas être informés. Non, je suis persuadée qu'ils veulent être informés. La rupture. Je pense qu'il y a énormément de contenu, puis les jeunes consomment énormément de choses, puis le contenu journalistique fait partie de ça. Puis parfois, c'est du contenu d'actualité, mais pas du contenu journalistique. Il y a beaucoup d'influenceurs, Farnell en fait partie, qui parlent d'actualité, mais qui ne respectent pas en tout point les normes et pratiques journalistiques. Puis je sais pas si les jeunes et les plus vieux font toujours la distinction. Puis c'est ce que l'algorithme aussi va apporter aussi, qui va changer. Oui, parce que c'est vraiment plus facile de faire un bon contenu si on ne suit pas les normes et pratiques journalistiques. De quoi elle parle? J'ai rien compris. De quoi elle parle? C'est quoi ça, c'est quoi les normes et les patentes journalistiques? C'est OK. Ah non, de quoi on parle? Là? Mais ta question est très bonne. C'est justement la question de Marie-Lou qui pose après. Elle dit, c'est quoi justement les normes journalistiques? Ah, OK, parfait. Peut-être qu'on devrait expliquer aux gens qui nous écoutent ce soir qu'est-ce que c'est les normes et pratiques journalistiques telles que pratiquées à Radio-Canada. Oui. Il y en a 5. Il y en a 5. Oui. OK, Olivier, ensemble. Non, je te laisse. Tu as eu 8 formations sur la question. Non, mais il faut être neutre, objectif. Non, c'est les 3 E, 2 I. Ah, je suis très gênée de pas Aidez votre jeune collègue. Équilibre. Il y a l'équilibre, il y a l'intégrité. L'équité. La neutralité. Le plaisir. Donc, finalement, il le plaisir, la neutralité. Elle est très gênée parce qu'elle ne sait pas. De ciboire. Ben, elle vient de dire qu'il y en a qui ne les avaient pas. La neutralité. Ben oui, c'est ça. Elle dit, les autres, ils les ont pas. Oui, ils les ont pas. Mais elle dit, c'est quoi? Je sais pas. Elle dit, attends, je suis très gêné, là, je m'en rappelle plus. De ciboire. Oh, Julia. Ça vous montre ce qui se passe quand même. Et là, dans la dernière cote,
Il y en a un qui dit, moi, mais il y en a un qui est très difficile à atteindre. OK? Puis je pense, il va le dire, c'est lequel. OK. Mais l'équilibre est peut-être celui qui est le plus complexe. C'est complexe, de nos bien jours, sûr. parce que tous les gens, évidemment, ont des biais, ont des préjugés parfois, mais surtout des avis sur les choses. Et lorsqu'une information ne va pas dans le sens de ce qu'ils pensent, ils ont l'impression qu'il y a un biais. Ils ont l'impression que c'est pas de la bonne information. Donc, et pour eux, l'équilibre, ce qu'on appelait autrement l'objectivité auparavant, c'est de donner le même poids aux deux points de vue, alors que dans la réalité, on peut pas faire ça. Je veux dire, si 95% des scientifiques disent que le réchauffement climatique, c'est la cause humaine, ben, il va falloir donner 95% du temps d'antenne à ce point de vue-là et non pas donner l'équilibre aux deux avec des gens qui vont nier ça. Oh. Ben, c'est l'équilibre, mais... Mais pas d'équilibre, vraiment. Ouais. C'est l'équilibre, pas sur certains sujets. Pas tous les sujets. Là. Non, pas tous les sujets. Mais le plus drôle, c'est qu'hier, j'ai écrit... Ça s'est passé samedi. OK. Fait que là, hier, on est dimanche. J'ai écrit à Farnell. Oui. J'ai dit, t'es-tu au courant qu'ils ont mentionné ton nom à Radio-Canada à Marie-Lou? Il dit non. Il n'y a personne de son entourage. Il n'y a personne qui écoute ça, finalement. Non, personne n'écoute ça. Fait Il y a personne qui a dit... Là, j'ai dit, OK, c'est moi qui te l'apprends. Ah oui, parce que toi, tu l'écoutes pour des raisons professionnelles, faut le dire. C'est très drôle. Alors, ils sont spectaculaires. Est-ce qu'il est arrivé hier? Danny Turcotte était allé faire un genre de coming out à Tout le monde en parle? Il était allé accuser son ancienne gang? Ben oui, écoute, il est allé là. Puis là, il a écrit un livre. OK. Et dans le livre, il dit que ça s'est mal terminé, à Tout le monde en parle. Puis il aurait aimé que ça se termine. Mais il n'y a autrement. rien qui se termine vraiment bien, me semble, non? Une fin, c'est jamais le fun, là. Ouais, mais lui, il dit qu'il aurait aimé ça. Il dit qu'il n'y a aucune discussion à Tout le monde en parle. Il dit qu'il n'y a personne jamais qui y parlait. Il n'y a jamais personne qui y a dit. Parce que, oublie pas que quand il est arrivé la pandémie, Tout le monde en parle est devenu en direct. Oui, ça changeait patente. Il n'y avait plus de montage. Ouais. Puis lui, il dit là, on était rendu avec des sujets sérieux. Puis il dit là, c'était tout le temps sérieux. Il n'y avait plus rien. On ne recevait plus d'humoristes, évidemment. Fait que là, il dit, moi, j'avais plus ma place là-dedans. Puis là, on va écouter la première cote, puis où que Guilla lui pose une question. Oui, mais là, tu as déçu beaucoup de tes anciens collègues. Tu as dit dans ton livre que tu n'avais pas été épaulé, qu'on n'avait pas de communication. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit à nous? C'est parce qu'on ne communique pas, justement. Ben oui, c'est ça. Voilà. En fait, j'aurais pas aimé partir de cette façon-là. J'aurais aimé ça que ça se passe d'une autre façon. J'aurais aimé ça qu'on en discute. On communiquait pas beaucoup dans l'équipe, je trouvais. Pas toute l'équipe. Je parle du noyau dur, là. Guillaume, toi, André, toute l'équipe de recherche, j'ai absolument rien à dire contre eux. Mais je trouvais que nous, on communiquait pas beaucoup. Mais il faut dire que c'est la pandémie. C'était la pandémie, c'était des sujets sérieux. J'avais essayé de vous demander si c'était possible que je pose une question, si c'était possible que l'équipe de recherche me donne une question, que je puisse la poser pour avoir une raison d'être là, une raison d'exister dans l'émission. Je me sentais comme une plante verte. Encore, au moins, il dit. Oui, ça fait drôle qu'il aille le dire là. Je sais mais pas. tu sais, j'ai vu l'article, là, je sais pas où ça a été fait. Là, je pense que c'est le sac de chips que tu m'as envoyé, Jerry, un matin. Oui. Tu sais, là, les internautes sur X, quel malaise, lavage. Mais on dit, c'est tombé, Chris, c'est tombé, moi, je vais le faire. Le gars, il s'en va là. Il est pas en train de. Il est pas arrivé là qu'un gun, à vouloir tirer du monde. Il est allé dire au monde que ça avait mal fini. C'est tombé, ma mère. Christophe, que le monde est rendu fragile. Hey, je te pose une question. Oui. Combien de personnes travaillent à Tout le monde en parle, d'après toi? Mon feeling, c'est. Tu parles de qui, là? Tu parles de tout le monde, OK. Tout le Mettons, monde. pour produire le show au complet, incluant les recherchistes, incluant les monteurs. tout Je dirais à peu près 60. Ah, t'es pas si loin, Jerry? Arrête. T'aurais dit quoi, Jerry, sans, mettons... Non, dans ma tête, moi, c'était à 20, 30. Ah, OK. Bon, on écoute la deuxième cote. Danny le révèle. Oui, OK. Je te cite, Danny, dans ton livre. Avec le recul, je reste avec l'impression qu'on m'a regardé me noyer sans me lancer de bouée. Pourtant, tu avais accès au dossier de recherche. L'équipe de recherchistes t'aidait pour la correction de tes cartes. Tu avais même un auteur pour t'assister. Quelle aide? J'ai pas besoin. L'équipe de recherche, je n'ai absolument rien à dire contre l'équipe de recherche. D'ailleurs, je te fais un reproche. Je dis que tu devrais commencer l'émission en disant nos invités ce soir plutôt que mes invités ce soir parce que c'est un travail de 80 personnes à chaque semaine. Ouais, ça m'a mis bien mal, ça. Je suis sûr que ça t'a pas dérangé, mais je veux dire, pour moi, c'était quelque chose qui résonnait en moi. Guillaume Lepage est en tabarnak. Parce que ça m'a mis bien mal en voulant dire je m'en encore les que tu révèles ça. Ouais. C'est un peu ça qu'il veut dire. Guillaume Lepage en tabarnak. Guillaume Lepage, c'est un gars désagréable. C'est vraiment un gars désagréable. Très désagréable. Et là, il s'est fait passer aux moulinettes par... Il aurait eu l'air fou de ne pas l'inviter, tu comprends?
Donc là, il était. Mais lui, c'est fini, là. Tu comprends qu'avec l'histoire du livre, Danny Turcotte, Guillaume Lepage, il adressera pas la parole. C'était la dernière fois qu'il se parlait que Guillaume Lepage, t'as pas faim, Guillaume Lepage, en passant. Guillaume Lepage, c'est la dernière fois que ce gars-là parlait à Danny Turcotte. Ça, c'est pour lui, c'est une trahison. Alors que Turcotte, il avait quelque chose sur le cœur, puis il l'a écrit, puis il l'a fait. C'est, regarde, au lieu... Ça veut dire, tu te prends pour le nombril du monde, si on est 80, puis toi, c'était tes invités. Ouais. Non, c'est nos invités, si on travaille en gang. Ah oui, 80. Ah oui. T'étais pas loin, pareil. Ça n'a pas de bon sens. Thierry, il pensait 20. Au début, j'ai voulu dire 100. Je me suis dit, calme-toi les nerfs, là. Dis 60. J'ai passé vite ce que j'ai vu, là. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait 80 personnes. Moi, j'aurais été comme 80 personnes pensent à ça, toi. Moi, j'aurais dit 25, puis dans ma tête, j'exagérais, là. Incroyable. Mais l'équipe de recherche, ils font quoi? Ils préparent les questions. Ils écrivent des cartons. C'est eux autres qui fouillent les invités. C'est eux autres qui contactent les invités. Ouais, c'est la job de 2 personnes. C'est quoi cette histoire-là? Je sais. C'est la job de 2 personnes. Ils ont 5 invités. C'est Radio-Canada. Ça se fait dans l'après-midi. Ils ont des budgets. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas 22 personnes à recherche. Non, mais... C'est surtout au niveau opérationnel. Là. Les caméramans, les switchers de caméra, le monde d'audio, etc. Mettons que tu as 5 caméras. Ça fait 5, OK. Mettons que à TVA, c'est un réalisateur. Toi, tu as 5. On est rendu à 10. À TVA, le même show sont entre 15 et 20. Oui. Oui, mais c'est le même. Si t'es compte pour vrai, là, à un moment donné, ça marche plus. Là. Non. Ça veut dire 5 caméras, 5 assistants réalisateurs. Moi, mais gars, il y a 5 pour un show, le 5 ça. Il en manque encore 70. Tu me fais entendre tantôt Marie-Louise Arsenault. Marie-Lou. OK? Marie-Lou. Marie-Lou, c'est un show de samedi, puis il n'y a personne qui a appelé ton chum pour lui dire « Hey, ils ont parlé de toi dans le show. » Donc, personne n'écoute. Puis c'est un show de samedi, en plus. Tu sais, je vois le vert. Ouais. Mais elle va être à la TV à partir de la semaine prochaine. Exclus l'orchestre. Tu m'as dit qu'il y avait un orchestre. Il y a un orchestre. Exclus l'orchestre. Mon feeling, c'est que dans son équipe de ce show-là, il y a facilement 25 personnes. Ah oui, d'après moi, oui. Oh. Facilement 25 personnes. Là, ça augmente à partir de la semaine prochaine. Regarde, nous autres, on opère une compagnie ici avec 4 employés. Là. Puis on fait 4 heures, quasiment 3 heures et demie de contenu à 4 heures de contenu par jour, 5 jours semaine. Je veux dire, c'est incroyable. Mais les autres ne sont pas dans la même patente pantoute. Mais ça, c'est l'argent qui fait ça. Quand tu as de l'argent pour savoir quoi en faire, ben, tu fais ça. Là. Tu sais, demain matin, ces gens-là tombent au privé et ils se font couper 75 du personnel. Il faut qu'ils fassent la même chose avec 25 du staff. C'est là qu'on verrait s'ils sont bons pour vrai. Là. Pour finir, la version live de... pour finir la version on live... a Elon Musk. Oui, sauf que peut-être que j'irai avec d'autres choses. Avec Marchand. OK. Parce qu'il y a une madame qui est en maudit après Marchand. As-tu vu ça, cette affaire-là? Oui, j'ai vu la madame. C'est quoi cette histoire-là? Non, mais niaiseux. En même temps, Marchand n'est pas responsable. Non. Je ne dis pas qu'il est responsable direct, sauf que, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. C'est lui qui est à la tête de ça. Je comprends. On l'écoute. Mes chers amis, ce soir, on faisait une soirée bénéfice pour donner à des organismes et on est tous en train de remorquer nos véhicules. Regardez ça, la belle beauté. On est en avant du Patro Laval, les belles remorques. Puis en plus, ils sont impolis, crient après nous. Fait Monsieur Marchand, je sais pas si vous allez vous réveiller un jour, mais c'est vraiment pas fort votre affaire. Puis je suis vraiment pas contente parce que je fais ça pour donner à des organismes. Si vous êtes assez cave pour faire remorquer des chars des gens, c'est vraiment pas fort de votre affaire. Mais sachez une chose, ça restera pas là. On nous loue une salle, c'est marqué le 6, la soirée est en train de finir, puis vous remarquez des chars des clients, puis des chars des organisateurs. J'espère juste que vous ne gagnerez pas vos prochaines élections parce que vous êtes un minable. Merci. J'aime la fin, mais il va gagner ces élections. Ouais. Savez-vous pourquoi il va gagner ces élections? Parce que c'est un minable. Ben, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. C'est elle qui dit. Puis, on est de même. On aime. On a réélu François Legault après tout ce qu'il nous a fait. On a réélu. On va réélire le Bloc québécois avec un gars très bizarre. Trudeau, il est là depuis toujours. Trudeau, il est là depuis 15 ans. Là. On l'a réélu. On fait partie de ça, là. La région de Montréal, entre autres. Donc, on fait partie de ça. Valérie Plante va être réélue aussi. Là. OK?
Puis après ça, on chiale sur ce qui arrive, puis on chiale que tout va mal, mais c'est parce qu'avec un bulletin de vote, on n'est pas sérieux. On n'est pas du monde sérieux. Puis tous ceux qui se présentent, ben, je veux dire, la qualité est de moins en moins là, on va se le dire. Là. C'est du monde qui court après des salaires. Ils ne sont pas là pour la bonne raison. Ils ne sont pas là. Marchand, il était tanné de s'entraide. Il s'est dit, quel genre de job je peux faire à peu près au même salaire? Oui. Il est arrivé, il a vu la bombe partir, puis il s'est dit, regarde, va donc, c'est pas pire ça. À peu près le même salaire, même affaire. Bon, allez là. Puis, je veux dire, on sait pas trop, là. Tu sais, es-tu bon, es-tu plus mauvais que la bombe? Je sais pas, là. Mais je sais une chose, c'est que le monde va réélire pareil. Bon, mauvais. Les maires sont élus, puis une fois qu'ils sont élus, ils perdent pas le job au Québec. C'est jamais arrivé. OK? C'est jamais, jamais, jamais arrivé. Donc, vous allez devoir vivre avec lui. Là. Cette histoire-là aussi, moi, je le vois d'une manière. C'est plus vivable dans les villes. Là. C'est le pétro Laval, là, c'est dans Saint-Sauveur. Mm-hmm. C'est sa rue Bigouette. Là. Mais aller en ville, c'est plus vivable. On le sait. Là. C'est-à-dire, parquer ton char, c'est un problème. Là, c'est un problème. Ben, c'est ça, les villes du futur. Est-ce que tu as vu les genres de coins de rue qu'ils font? Là? Ils en ont fait un ici à Saint-Og, là, sur la rue... ils sont en train de faire la rue Racette, là, que les gens connaissent dans le coin de Saint-Augustin, village. Il y a un maxi à côté, puis là, les camions ne peuvent plus tourner vers le maxi parce qu'ils ont fait la nouvelle rue tellement mince pour écœurer les voitures. Voilà. Que là, il est impossible pour un camion de 53 pieds de rentrer là. OK? Là, c'est problématique. Là. Et l'hiver n'est pas pogné encore. Puis là, ils font ça partout. Là. Entre autres, les photos, je ne sais pas si tu as vu les photos dans le coin de Limoilou. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour des gens qui détestent les îlots de chaleur, qui détestent le ciment pour les raisons de réchauffement climatique, ben là, ils en mettent partout. Ils en mettent à la fin, c'est pas très green, là, ils les mettent à la fin des bouts de rue. Oui, je comprends. Pour que quand ils arrivent à la lumière ou au stop, il n'y a pas deux voitures qui peuvent se croiser. Comprends-tu? Oui. Donc, c'est... Il y a comme une courbe dans le trottoir qui ils font une insertion dans le trottoir. C'est ça. Pour rendre la vie en voiture difficile, pour les accès difficiles. C'est voulu, ça, là. C'est voulu, là. Coupe la rue carrée. Là. J'en ai une marque de même à côté de chez nous. Là. Coupe le trottoir. J'ai envie de passer explique-moi ça. Comment ça se fait qu'eux autres, ils nous parlent de parc éponge, ils nous parlent de arrêter de mettre des produits qui sont durs parce que l'eau glisse là-dessus rapidement, les îlots de chaleur. Mais eux autres, pour faire la guerre à l'auto, tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse, ils le font. Ben ça... vous allez réélire pareil. Là. Les gens de Limoilou, là, tout le monde chiale à Limoilou. Hey, c'est quoi qui se passe à la guerre à l'auto? Puis ça chiale, même à Limoilou. Là, à Limoilou. Mais vous allez élire Sol Zanetti. Ah oui, bon, c'est ça, c'est sûr. Vous allez élire Jackie Smith. Oui. Bon, oui. Vous allez élire quelqu'un de vous allez élire des gens qui prônent ça. Là. Tu sais, à un moment donné, voter, ça... Il y a une signification à voter, je dois le faire. Eh bien, voilà pour le lab de Mr. White. Ben oui, il y en a plus dans la version Prime. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. On salue notre bon client Fred qui vend des maisons dans le coin. T'es dans notre coin d'ailleurs, t'es dans le coin de Saint... Est-ce que tu fais, Fred, d'abord te saluer, est-ce que je vois beaucoup tes pancartes, puis quand tu nous racontes un peu sur tes publicités de Radio Pirate, t'es concentré. Comment ça marche les histoires de territoires? Est-ce que vous avez des territoires à signer ou tu peux vendre des maisons n'importe où? Il n'y a pas de territoire, finalement. On peut vendre partout. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai vendu une propriété à Témiscouata sur le lac à des clients à moi de Saint-Raymond, finalement. Donc,
c'est sûr et certain que le territoire, il devient plus naturel quand tu fais ta carrière, puis le temps que tu passes justement dans l'immobilier. Les gens vont te reconnaître dans un secteur, ça, c'est définitif. Donc, c'est sûr que moi, demain... Oh, t'as plus d'affinité dans un coin, mettons, que dans un autre. C'est ça. Moi, mais vous êtes jamais... Il n'y a pas de loi chez Remax, il n'y a pas de loi parmi les... ça, c'est mon territoire, ça, c'est pas de même que ça marche. Oui, il y a des lois. OK, il y en a un peu. Oui, il y a des lois par rapport à l'affichage publicitaire. C'est-à-dire que moi, je suis attitré à Remax Accès, qui est le bureau qui est devant le IKEA, voisin du Saint-Hubert sur l'autoroute 40, que tout le monde connaît, oui. La plus belle bâtisse Remax, finalement, de la grande région de Québec. Donc, ça, c'est un territoire qui appartient à cette enseigne-là. Donc, moi, demain matin, si je me mets un gros billboard au Mont-Saint-Anne, je peux pas. Parce que le territoire du Mont-Saint-Anne appartient à un autre franchisé de Remax. Fait qu'il existe quand même des lois, mais comme courtier immobilier, on peut travailler partout au Québec. OK. Donc, Fred Masson, t'es salué, mon ami. J'ai dit, on part le podcast dessus parce que je t'ai demandé. J'ai dit, Fred, moi, ça se passe, là. J'ai dit, comment tu me dis, le mois de septembre, c'était un mois complètement sauté sur le crâne. Genre feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est bon, là? C'est quoi? C'est-tu les taux commencent à baisser? C'est quoi qui arrive? Les taux, je suis pas sûr que présentement, ils ont une si grande incidence que ça. Moi, je verrais plus les vagues. Donc, l'immobilier, c'est toujours des vagues à chaque année. On n'y échappe pas. Il y a des périodes charnières, il y a des périodes clés. Là, cet été, juillet, je jasais avec mon adjointe, puis je disais, ça n'a pas de sens, c'est donc bien mort. Puis juillet, effectivement. OK, cet été, c'était plus mort. Oh oui, juillet, cette année, on a eu un été, il a fait beau. Fait que le monde, ils se sont mis en mode, on profite de la vie, puis on fait d'autres choses que scroller notre téléphone pour chercher des maisons. Mais généralement, maisons, même juillet, c'est toujours un mois plus mollo. Ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà fait des années de fou où je vendais 2 chalets par semaine. OK. Mais cette année, des chalets, ça a été tranquille. Puis là, on fait une pétale, mais on revient au taux d'intérêt. Donc là, oui, pour le marché de luxe, le marché des chalets, les choses qui ne sont pas nécessairement de nécessité, ça a été plus tranquille. Mais juillet, overall, ça a été tranquille. Puis septembre, ça a été complètement une explosion. On le voit partout dans les résultats. Y a-t-il une catégorie de maison particulière où toutes les catégories, peu importe le budget, où c'est, mettons, une maison 350, 400 000, première famille, etc. Y a-t-il un marché qui est plus hot que d'autres en ce moment? Écoute, c'est sûr et certain, quelqu'un qui rentre dans la première couronne de la région de Québec, 325 à 375 000, c'est une explosion dès qu'on met la maison online. Puis normalement, si la job est bien faite par le courtier sur la présentation et la qualification des acheteurs, en dedans d'une semaine, c'est vendu. OK. Wow! Justement, ces maisons-là, là, des fois, on voit ça avec Steph Bruyère quand Steph vient. Est-ce que vous conseillez de mettre le prix au plus bas de ce que vous pensez pour laisser les acheteurs venir puis créer une surenchère, ou tu y vas avec le prix que tu penses puis que finalement, il y a une surenchère pareil parce que le marché est bien hot? Comment ça marche, ça? Moi, je travaille la JVM, donc c'est la juste valeur marchande. OK. Donc, c'est-à-dire, avec les outils de travail que je possède, quand je vais faire une étude pour une propriété, si ça dit que ça vaut 379 000 $ selon les ventes comparables, on va demander 379 000 $ parce que ce qui fait foi de tout, c'est les ventes comparables. Oui. C'est pas on va essayer ce prix-là, puis on va voir ce que ça va donner. Ou bien, madame, moi, je pense que votre maison vaut 379, mais on va demander 329 pour créer quelque chose. Ça, là, c'est du peddler. OK. Moi, j'embarquerai jamais là-dedans. Mais il y en a-tu qui le font? Je crois que ça l'a vraiment cessé dans les derniers mois, mais durant la il y en a eu. Durant la COVID, il y en a qui délibérément fixé un prix trop bas en espérant que ça explose puis que ça crée des surenchères. Tandis que moi, j'ai toujours essayé de rester plus neutre là, puis de travailler une juste valeur marchande où, selon les ventes comparables de votre maison, ça vaut 375, on va demander 379, puis on va voir ce que le marché va penser de vous. C'est tout. Ouais. Hier, j'ai mis une avant dans Saint-Raymond, exemple. Ouais. OK? Puis c'est un transfert militaire, Lascaux s'en va à Bagotville. Il faut que ça soit vendu pour le 15 décembre. On s'entend que là, 60 jours en avant de nous autres. Ouais. Ben là, l'exemple que je parlais du prix, ça fit pour lui. On va demander 379. OK. J'ai offert de la mettre à 359. Parce que là, la fenêtre est courte. Parce que là, tu voulais avoir de quoi vite. Ben, c'est parce que là, la fenêtre est courte. Mais il dit non, on va suivre le plan à 379. Puis vu qu'on n'a pas beaucoup de compétition, ben, on espère avoir notre 310, notre 375. Fait que finalement, c'est ce qu'on va faire. Mais j'y ai offert parce que là, c'était la fenêtre d'opportunité. C'est ça. OK, je comprends. Très donc là, tu voulais la sortir plus vite que. C'est ça. C'est ça. Les maisons, à l'inverse, quand on prend un agent comme toi, bon, toi, tu es spécialisé là-dedans,
Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement un évaluateur. Tu sais que tous tes chiffres, tout le data qu'il y a alentour dans le quartier, etc., les comparables. À l'inverse, on dirait que ceux... Je sais qu'il y en a moins qu'avant, là, pas mal moins qu'avant, de ceux qui vendent par eux-mêmes, mais ils ont toujours tendance à surévaluer le prix de leur maison. Je me trompe-tu? Les gens, quand ils font pas affaire avec un... Parce que souvent, il y a un prix qui est plus juste de la réalité quand il y a quelqu'un, un expert qui y va que quand... Parce qu'on a toujours l'impression que notre maison vaut plus cher qu'elle vaut. On s'entend? Oui, effectivement, c'est émotionnel. Oui. C'est un tiers. Donc, les du proprio, on se nommera pas, mais après ça, je dirai rien d'autre parce que je veux pas me ramasser avec une lettre d'avocat. Non. Mais les du proprio, là, on s'entend que c'est un tiers. Il y a un tiers de ces clients-là que c'est sûr qu'eux autres, ils rêvent en couleur. Là. OK. Puis ils vont demander un prix justement pour aller à la pêche. Puis en plus, ils ont l'objectif de se dire, moi, pas besoin de dire un courtier. Bon, parfait. On les laisse aller, puis à un moment donné, ils finissent par se ramener à l'ordre, mais eux autres, ils se peinturent d'un coin, puis tout le monde qui vont sur le téléphone ou le tablette, ils regardent la maison, puis ils font, ça n'a pas de sens, ça m'intéresse pas, ils demandent trop cher. Dans mon secteur, c'est ça. La place où je demeure, moi, à Beauport, il y a quelqu'un, justement, qui vend sa maison par lui-même. Quand j'ai vu le prix, moi, je ne suis pas allé fouiner, c'est ma blonde qui allait, c'est ma blonde les fouineurs, elle va voir, hein? Quand j'ai vu le prix, j'ai levé de 3 pieds sur ma chaise. Voyons, non, c'est pas de bon sens. C'est ça. Maison de ville, très cute, beau quartier, bien situé, telle affaire, mais ça vaut pas au-dessus de 400 quelques mille. On s'entend-tu que ça vaut pas ça? Il y a une exagération, là. Mais là, moi, j'en ai un cas comme ça là, dans mon secteur. C'est ça. La beauté de la chose, c'est que le monde peut faire ce qu'il veut. C'est oui, c'est ça, exactement. Ils décident de travailler pas de courtier, ils ont le droit, c'est pas criminel, puis tant mieux, bravo, c'est réussi de sa vente. Ça, c'est ma façon de passer. Le soleil brille pour tout le monde. Bon, ceci étant dit, un tiers, ben, tu as aussi un tiers de ces clients-là qui n'ont pas les moyens de se prendre un courtier. Ouais. Parce qu'ils sont à côté, là. Puis là, il va y avoir la pénalité hypothécaire. Il y a les dettes qui rentrent en ligne de compte, qui font partie de l'équité de la maison. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est la vente justement à la juste valeur marchande. Ils font absolument rien de mal, mais ils n'ont pas les moyens de payer 8, 9, 10, 12, 14, 20 000 de commission parce qu'ils sont serrés. Mais là, quand je dis tout ça, là, présentement, je suis dans un marché plus balancé. Je ne suis pas dans le marché actuel. Ça fait 20 ans que je suis courtier. Je n'ai vu les marchés. Ouais. Puis après ça, tu as l'autre tiers. Ben, tu as ceux qui, finalement, veulent faire une vente, pas de courtier, essayer de demander le meilleur prix possible, puis qu'il nous en reste le plus dans les poches. Fait que tout ça, là, c'est normal, là, ce que le monde veut faire quand ils essaient de vendre eux mêmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les marchés changent. Puis dans certains marchés, ou exemple, j'ai un très bel exemple à Neuville, il y a 2 ans, j'ai une madame qui, 2 maisons voisines, une à côté de l'autre, une s'est vendue 72 000 de plus. OK. 72 000, ils m'ont-tu payé ma commission? Ouais. Y en a-tu resté en plus? J'ai peut-être eu un pourboire aussi? Fait qu'on s'entend que des fois, il faut faire attention quand on proclame qu'on va vendre son affaire tout seul puis qu'on n'est pas trop au courant du marché. Gérer une surenchère, 12 visites, 5 offres d'achat, un instant là. Pas facile, il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Là. Non, c'est ça. Il y en a qui c'est le job. Oui, dans le marché actuel. Mais ce que j'ai su d'ailleurs, c'est que les courtiers en général ont de très bonnes années, puis justement, cette mode-là, comme slacké un peu parce que, justement, à cause de la surenchère, la valeur. C'est quoi la valeur que je mets? Je vais aller chercher le plus d'argent possible. Donc, même si ça me coûtait une commission, anyway, je gagne pareil. Donc, il y a eu un changement de comportement du monde. Puis il y a eu 2 ans plate, là. Moi, ça m'a coûté un iPhone. Là. Un moment donné, j'étais sur le bord de ma piscine. J'ai tiré mon téléphone dans la piscine en plein mois d'août 2022. Là. J'étais plus capable. Ouais. Parce que c'était c'était complètement fou. Là. Je veux dire, j'ai pris mon iPhone. Un acheteur était fâché qu'il n'avait pas la maison. On avait eu 9 promesses d'achat, 36 visites. Je veux dire, moi, il me donnait un blast comme si c'était de ma faute, que c'est moi qui faisais monter le prix. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu 4 jours qu'il y a eu des visites, puis c'est lui qui a donné le meilleur pour la maison qui l'a eu, puis ça finissait plus de finir. L'iPhone s'est ramassé dans. Ouais, mais parle-moi de ça un peu, parce que j'ai. C'est le moment le plus plate de ma carrière. Honnêtement, ça fait 20 ans que je suis courtier, puis ces 2 ans-là, si je pourrais l'effacer de ma mémoire, je l'effacerais parce qu'on n'a eu aucun plaisir à gérer ça. Mais comment ça. En temps. Combien ça vous coûte en ce moment, la surenchère? Parce que tout le monde dit, hey, ouais, ben c'est le fun pour le courtier. Les maisons se vendent plus cher, etc., etc. Sauf que ce que les gens ne calculent pas, c'est que dans votre travail, en ce moment, avec des clients pour ceux qui achètent, vous avez du monde avec qui vous faites la job de chercher une maison, mais finalement, avant de trouver la maison, ils ont fait des offres sur 8 maisons pour avoir la 9e. Oui. Pendant ce temps-là, toi, tu es juste payé quand il y a la transaction. Les autres jobs, ça devient problématique dans votre milieu, hein? Ben, c'est l'iceberg. Je veux dire, les gens ils voient juste le dessus. Là. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, le travail qui est fait, soit par le courtier en mode j'achète avec mon client ou le courtier qui gère
le vendeur aussi, parce que le vendeur, il y a un besoin, il faut qu'il vende, mais il faut gérer justement le trafic, là, qui va venir visiter, puis le nombre d'offres d'achat que ça va générer, etc., etc. Mais effectivement, il y a une mauvaise perception en général dans le public de comment le courtier gagne ses honoraires. Là. Ça, c'est définitif. Oui. Puis surtout dans l'achat, ces problématiques-là, parce que, comme je te dis, tu passes plus de temps avec un acheteur en ce moment que tu le passais, mettons, il y a 5 ans. Oui, c'est une question d'inventaire. C'est une question d'inventaire. Est-ce que... C'est quoi pour vous autres là, l'histoire parce que on ne sait pas trop ce qui va arriver. Il n'y a pas nécessairement énormément de construction neuve. Trop cher. Trop cher à bâtir. C'est fou. Terrain trop cher. Construction trop chère. Les villes ne développent plus tellement de nouveaux terrains non plus, même s'ils sont chers, il n'y en a pas une tonne. Tu as un bel exemple ici à Saint-Augustin que je ne veux pas trop élaborer dessus parce qu'encore là, je ne veux pas me ramasser avec des problèmes. Oui. Mais on a un beau problème à Saint-Augustin où présentement, on a quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose de très intéressant pour amener du monde puis densifier la population à Saint-Augustin, puis il est barré par la ville. OK. J'en dis pas plus. OK. Est-ce que c'est des terres agricoles, quelque chose de même? C'est toujours la même chose, à peu près? Pas du tout. Pas du tout. Wow. C'est celui du camping? Il me regarde et il rit. OK, parce que ça, c'est un spot idéal. Là. Ça peut faire des affaires incroyables là. C'est ça. Oui, mais ça, c'est problème. Ça, j'ai de la misère à comprendre. C'est toutes les villes. On va bien parler de Saint-Og, mais c'est toutes les villes un peu. Là. Tout le monde braille qu'il n'y a pas de maison, qu'il manque de portes, que ça crée une surenchère, que les jeunes sont plus capables de s'acheter des maisons. Mais en même temps, il n'y en a pas de développement domiciliaire. Il n'y a rien. Mais c'est où dans la région de Québec? Mettons la grande région de Québec, c'est où qu'il y a un peu de développement présentement? Un petit peu à Dona. À Dona, il y en a encore un peu. Présentement, il y a des terrains à Sainte-Catherine de disponibles. OK. Puis il y a un bel inventaire, mais ça ne sort pas. Premièrement, les prix sont... Mais on me dit qu'ils sont trop chers. Tu l'as dit. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Okay. Le gars dans la construction me dit... Le problème, c'est qu'avant, Sainte-Catherine... mais ça a coûté cher aussi, faire ce développement-là. Faire un développement, c'est pas donné. Là. Non, c'est plus donné. Là. Les rues, les aqueducs, les patentes. Ça les a coûté à total. Oui. Ça a doublé. Là, ils ont fait ça dans la COVID. Oui. Fait que ça a coûté cher. Ouais. Arriver à dire, il y a un terrain ici, le vrac, c'est le vrac. Mais quand c'est fini, le vrac, puis c'est rendu avec des lampadaires, puis l'égout, la pine est sur le terrain. La chaîne de trottoir, le trottoir, les c'est égouts. trop cher. Le coût, présentement, c'est ce qui fait que le monde ne va pas s'établir là. Mais après, on pourrait parler de bien d'autres affaires comme l'accès, justement, qui s'est empiré avec les années. Rentrer à Sainte-Catherine, maintenant, c'est terrible. Là. Je veux dire, moi, je parle pour la population présentement. Puis si j'habitais à Sainte-Catherine, un petit peu, mettons, l'autre côté de la rivière, je serais fort chez Noir après le maire. Ouais. Malgré que je l'aime beaucoup, le maire, super gentil. Là. Mais je veux dire, la décision mais on fait d'avoir mis tout le des temps lumières, ça. il y a des lumières partout. Ça n'a pas de sens. C'est un terre-plein, une voie pour rentrer. Oui, mais t'as-tu remarqué qu'on fait tout le temps ça? Dans une certaine mesure, on est dans le coin de Saint-Og beaucoup pour ta business. Le coin de Saint-Augustin, les Bocages avec l'étrière. Bâtissent beaucoup de portes dans les 15 dernières années, beaucoup de condos, beaucoup de tours, etc. Mais c'est le même boulevard pour rentrer qu'il y a 40 ans. Il n'y a pas plus de voies, il n'est pas plus large. Les accès n'ont pas été améliorés. Après ça, on se dit, ouais, il faut arrêter de développer parce qu'il y a tout. Ben non, c'est pas, faut pas arrêter de développer. Ça prend des portes pour nos jeunes, ça prend des portes pour les gens qui arrivent. Il faut juste que tu élargisses tes maudites routes de marde. Pourquoi tu les laisses comme ça? On est en 1959. On n'est pas en 1959. C'est partout pareil, même les autoroutes. C'est pareil. Non, les autoroutes aussi, on le voit clairement partout où on se promène, ils font une réparation. Ça tout le temps jamais. Ça tombe à une voie. Je veux dire, faites-les réparation, il n'y a pas de problème. Oui, doublez les autoroutes. Oui, il y en a 2 voies là, mets-la à 4. Puis là, quand on parle comme ça, là, la majorité du monde, là, ils ne comprennent pas. Mais c'est parce que sortez de chez vous, allez vous promener ailleurs, vous allez voir, il y a rien qu'ici, finalement, que c'est comme ça. Oui. Tu ne peux pas te promener sans que ça soit toujours jammé. Si moindrement, il arrive quoi que ce soit. Un policier qui arrête quelqu'un sur le bord de la route, puis tout le monde est sur une voie, puis ça fait un bouchon sur Waze. C'était comme, c'est quoi? Mais là, comment on va faire, là? Sérieux, là? Tu sais, les gens ils disent, OK, à un moment donné, ça va-tu se calmer un peu? Ben là, ça ne peut pas se calmer. Les vieux ne meurent pas, ils rentrent du monde. Bon, oui. C'est sûr qu'on fait moins d'enfants. Je vais donner un exemple. Saint-Jérôme, pendant la COVID, 2022, 650 naissances. 2023, 550, 100 de moins. 2024, ils s'enlignent pour 450. Donc, c'est 100 de moins par année de bébés, OK? Donc, on compense avec du monde d'ailleurs, là, j'ai compris toute la patente,
Mais je veux dire, on va se ramasser 10 millions. Là, on est 9 millions. On va se ramasser 10 millions bientôt. Là. Dans quelques années, on va être 10 millions de personnes. On est chanceux à Québec, par exemple, ceux qui rentrent là, ici, parce qu'on le voit clairement qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer à Québec. Puis, crème, j'ai fait des transactions immobilières avec des gens, justement, qui arrivaient d'ailleurs. Puis, c'est du bon monde, là. Ouais. C'est du monde à la recherche, justement, du rêve canadien, qu'on pourrait dire. Là. Exact. Sans blague. Là. Oui, mais ils vont manquer de porte. L'image de notre pays, quand même, C'est encore ça. bonne, malgré qu'elle s'est fait scraper un peu dans les dernières années, on va s'entendre. Là. L'image est encore bonne parce qu'il y a du monde qui viennent ici pour vivre notre rêve, vivre nos grands espaces, la qualité de l'air et la qualité de vie qu'on a. Là. Exact. Mais il va manquer de porte tantôt. Là. Il en manque déjà. Si on ne se met pas à faire des rues, si on ne se met pas à lever des maisons, si on ne se met pas à lever... parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre dans des condos dans le centre-ville de Québec. Là. On a un gros problème avec la CPTAQ aussi, selon moi, au Québec. C'est quoi le problème avec eux autres? Ben, je pense que la mission de cet organisme-là est louable et est bonne. Protéger le territoire agricole du Québec. Mais je pense que c'est bien trop sévère. Je veux dire, protéger une forêt ou un morceau de forêt dans un secteur qui est zoné agricole où la qualité de la terre n'est pas là, pas en tout pour faire de la terre faite, comme les agriculteurs disent. Puis après ça, passer... Donc, la CPTAQ devrait ouvrir les protéger les terres agricoles cultivées. Ou cultivables. Ou cultivables. Mais quand c'est jugé qu'une terre n'est pas vraiment cultivable, mais Ben, qu'elle est frappée CPTAQ... J'en ai une terre de même en avant de chez nous. Ouais. Il y a zéro cultivable. Il n'y a rien à faire. Elle n'a jamais été cultivable, cultivée, puis elle n'est pas cultivable. La nappe phréatique est haute, je pense, de ce bord-là, en avant de chez vous. Là. Exact. Fait que dans le fond, à cause de ça, ben, il y a sûrement quelque chose à faire quand même si elle est drainée, mais pas pour de l'agriculture. Oui. Fait qu'à ce moment-là, laisser rouvrir un développement. T'es encore dans la première couronne de Québec ici. Oui. Fait que c'est ça le problème qu'on a. Tu sais, quand on va au Texas, une maison qui a l'air de valoir 2 millions à Québec, ils vendent ça 800 000 au Texas. Ça fait rien, c'est quoi le problème? T'es au Texas, fait 800 000. Parce qu'il y a de l'inventaire. C'est ça, puis il y a du terrain. Oui. Mais ici, il n'y a pas de terrain. Mais en même temps, là, est-ce qu'on parle d'un phénomène immobilier bubble? Parce que là, il y en a qui vont... S'il y a trop de terrain et il y a trop de maisons, les valeurs vont baisser artificiellement. Ou là, ils ont trop monté artificiellement. On est du point avec ça? Ben, à Toronto, je dirais oui. À Vancouver aussi. Oui, mais avant que nous autres, ça arrive les grandes métropoles canadiennes. Dans la région de Québec, présentement, construire une belle maison en bas de 600-700 000, quand je dis une belle maison, c'est un cottage 30-34 avec un garage double. Juste la maison, c'est 600-700 facile. Oui, sans le terrain. Là, après ça, rajoute le terrain. Fait qu'on s'entend que tu es quasiment rendu 1 million. Et là, ceux qui ont bâti dans les 3 dernières années, puis ils se rajoutent 5 000 terrains à Québec, finalement, le prix baisse à 750 000 pour faire. Ils sont moins contents un peu. Là. Ben, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il y a comme, ils sont comme fourrés un peu, là, parce qu'ils ne veulent pas se ramasser avec du monde en panique parce qu'ils ont payé le gros prix, mais ultimement, c'est quand même des portes que ça prend pour mettre le monde dedans. Parce Tout à que fait. là, Moi, je pense qu'en mode densification urbaine, il faut ouvrir les valves. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est sûr que dans la catégorie... Quand toi, tu parles de densifier, tu y vas avec quel type de maison, quel type de condo ou encore maison de ville? C'est quoi tu vois là-dedans? Je pense qu'il y a beaucoup de demandes présentement pour des gens qui voudraient acheter ou se faire construire duplex, triplex, quadruplex, habiter dedans, puis avoir des locataires, gérer leurs locataires sur place parce qu'ils habitent sur place. C'est un bon investissement dans ton patrimoine. Puis présentement, ça, il n'y a aucune façon vraiment de le faire près de Québec. Pourquoi? C'est comme ça. Tu peux acheter du use, mais je veux dire du neuf présentement. Du neuf, ils ne veulent pas en faire. Mais présentement, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de quartier qui se prête à ça. Puis quand je dis ça, il ne faut pas prendre ma parole là, pour 100%, c'est certain. Il y a peut-être une exception à quelque part présentement que c'est possible. Là. Ouais. Mais at large, il n'y a pas de place pour ça. Je sais qu'en avant, ici à Saint-Og, c'est un peu ça qui était tramé en deuxième cours. C'est-à-dire que la façade, c'est à 138 du commercial pur et dur pour respecter... Oui, mais c'est un peu le même que les villes. Les villes ont été bâties dans le temps. Tu regardes Montréal, tu regardes Québec. Ça a été bâti avec du 4 portes de même ou du 6 portes. C'est les quartiers dans ton coin, en bas, par en bas, peut-être pas par en haut de chez vous, mais par en bas, c'était ça. C'était ça partout. Moi, quand j'entendais mes parents dire que quand ils étaient jeunes adultes, Limoilou, c'était la banlieue de Québec. Là. Ouais. Quand tu penses à ça. Là. Ouais. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont bâti à Limoilou? Ben justement, des rues et des rues de des rues et des rues et des rues et des rues avec des 3 logements en réalité. Mais c'est ça, Limoilou. Mais dans ce temps-là, c'était une banlieue. Tu sais. Mais aujourd'hui, comme tu disais, ce genre de bâtisse-là, moderne, je veux dire, moi, je pense qu'il y aura une clientèle pour ça. Là. Ben oui, définitivement. Garanti. Là. Tu habites dedans, puis tu loues. Ah oui, tu loues.
Exact. Ça donnerait un break, là. Ça, c'est du patrimoine. C'est pour les jeunes. oui. Pour les jeunes, comme les jeunes oui. faisaient à 30-35 ans dans le temps. Ben les oui. années 60-70, c'était ça qu'ils ben faisaient. oui. Bon, ben je décide de me bâtir un triplex, je vais rester dans un, je loue 2 autres, etc., puis je me bâtis un genre de patrimoine avec la maison dans laquelle je vis. Là, c'est comme maintenant inaccessible. Moi, je pense, je sais que ton gars n'est pas bien vieux non plus, mais tu vas voir que ça va passer vite. Il va partir de l'école, puis la première chose que tu vas voir, c'est qu'il va être rendu là. Mes filles, on ne va pas grandir, rendu 22, 20 ans. Ça file. Ça file. Toi, ton gars est dans cette situation-là, ta fille aussi. Mm-hmm. Puis, ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas accès à ce qu'on a eu. T'sais, ils n'ont pas accès à ce qu'on a eu. Voyons, c'est quoi la patente? Puis, tu sais, on avait un défi aussi. On pensait dans le temps que les maisons étaient chères. Finalement, il n'était pas. Mais, tu sais, je veux dire, même si nous autres, mettons, à 28, 29 ans, s'acheter une maison, il y avait un stress alors qu'on ne savait pas à ce moment-là, mais les maisons ne valaient rien par rapport au salaire qu'on avait. On aurait dû s'en faire une palette. On aurait dû s'en faire une palette en tabarnache. Mais eux autres, j'essaie de mettre dans leur contexte, là, quand ils font le calcul. OK, je gagne 55 000, 52 000, 61 000, parfait, je vais avoir une maison. Boum! 369 000, puis en plus, tout est à refaire en dedans. Ouais. Ça, tu dis, OK, là, t'as peu. Là, Encore là, ça dépend de la couronne. Ouais. Je veux dire, si t'es proche de Québec, dans la première couronne, c'est sûr que pour ce prix-là, t'auras pas de miracle. Là. Non, t'auras pas de miracle. Mais va-t'en juste un petit peu plus loin, un petit peu à Pont-Rouge, le début de Sainte-Catherine, Saint-Raymond. Moi, je suis sûr, je parle toujours avec l'Ouest. Hein, donc là, on est rendu dans la deuxième couronne. Tu sais, on veut pas quand on parlait des couronnes, Montréal, tout ça, là, on est rendu dans la deuxième couronne pour vrai. Là. Oui. Puis. Et t'es plus riche dans la deuxième couronne avec 375 000. Là. Oh oui. Ben oui. Télétravail un peu à travers aussi. Peut-être ça peut aider. Ça aide. Puis là, les gens, ben, ils font le choix d'acheter quelque chose de beaucoup plus récent à ce moment-là. Puis... Donc, moins de réparations, moins de ci, moins de ça. Définitif. Ouais. Ton 375 à l'ancienne Lorette, c'est pas ton 375 à Pont-Rouge. Donc là, tu disais que les taux, les gens, pas ça, c'est pas le monde doit vivre quelque part. Ben, le taux, présentement, il fait encore mal. Je veux dire, on parle quand même du double de ce que le monde était habitué de computer dans leurs finances personnelles. Est-ce que tu lui dis des fois que c'est un taux normal? Sérieusement, je lui dis, je me rappelle quand j'étais petit cul, mon père avait 2 jobs, puis c'était 16 %. Exact. Fait que dans ce temps-là, je me dis, finalement, nos parents ont servi qu'à ça, mais avec des hypothèques moindres, qui, je pense, en pourcentage sur les salaires gagnés, ramenaient des ratios plus bas aussi. Oui. Oui, il y a ça aussi qui aidait. Oui, exact. Mais ça, c'est un bon point. si on tombe à 16 demain matin, on est non, oublie ça. Il n'y a plus rien qui tienne de bout. Et d'après moi, on est un peu capable de rentrer dans la banque tellement que la pile de clés était épaisse. Là. Mais même au début des années 2000, si je ne me trompe pas, il y avait du 6, 6,5, 6, 3/4, qui aujourd'hui serait vu comme un taux très, très, très haut. Ouais. Puis nous autres, on avait l'impression que c'était un super taux. T'sais, on avait l'impression que, oh yes, on est en bas de 8, on est en bas de 7, ça va bien. Ouais. Donc, dans l'immobilier, à cause du prix des maisons versus les salaires, puis ce qui nous reste après impôt, c'est qu'on ne sera plus capable, comme société, vraiment d'être aux alentours de 5 % avec des taux d'intérêt. Ça ne fonctionnera pas, là. Si ça reste là, je veux pas trop... Tu comprends ce que je veux dire? Pas trop m'éloigner dans nos conversations, mais je veux dire, tout ce qu'on vit présentement est dirigé par des facteurs socio-économiques ou, comme là, qu'est-ce qui fait que les taux ont augmenté? Ben, il y a le fait COVID aussi dans tout ça. Là. COVID. C'est COVID all the way. C'est ça. Donc, je ne veux pas trop m'éloigner, mais si les taux ne redeviennent pas autour de 3 à 4, un 3 à 4 qui est viable, oui. Puis ça reste comme c'est là présentement et où ça augmente, on le voit clairement. Il y a des gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts, puis c'est juste normal. Puis là, ça crie après pour faire augmenter le salaire, parce que s'ils n'ont pas une augmentation de salaire, ils sont plus capables de garder le même niveau de vie, puis c'est tout à fait normal. Oui, mais notre problème si nous tout le monde... c'est que tout le monde travaille au gouvernement. Fait exact. Finalement, c'est tous nous autres qui payent. Fait que là, ça fait comme un drôle de brassage de soupe par rapport à notre société si on reste focusé sur le Québec, parce que les gens qui ont des bonnes jobs en général travaillent pour le gouvernement. Oui. Et être entrepreneur ici, puis il y en a beaucoup, mais être entrepreneur ici, puis se faire soi-même, puis générer son travail, on le voit, mais la majorité des gens, pareil, travaillent pour le gouvernement à différents paliers ou différentes fonctions. Oui, puis si eux autres veulent avoir 20-30 % de plus, ben il y a quelqu'un qui paye. Puis c'est pas gratis. Puis ils sont tellement nombreux que si on leur donne toutes ces augmentations de salaire-là, ben c'est dur de maintenir un taux d'inflation bas. Parce que là, tu te dis, ben là, si les salaires explosent pour compenser pour le manque à gagner de la première inflation, ben en faisant ça, on crée une autre inflation. Ben oui, c'est le modèle de société qu'on s'est donné. Fait que finalement, comment qu'on fait pour arrêter ça? C'est tough, là, dans le cas qu'on est présentement.
quand on se met à réfléchir là, vraiment, vraiment sur le Québec, des fois, moi, ça arrive que je réfléchis, là, je travaille fort, là, mais des fois, je me mets à réfléchir et à me dire qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite. J'essaie d'anticiper ce qui va se passer, puis je me dis, mais j'espère que tout le monde ne va pas obtenir justement ces gains-là comme on le disait aux nouvelles là, récemment, là, je pense que c'est à New York, là, il n'y a pas des débardeurs, je ne sais pas trop. Oui, qui je vais dire ça. C'est la grandeur de la côte Est. Ouais, toutes les passes à côte Est, aller jusqu'à Jacksonville. Comment on va faire pour freiner l'inflation? Parce que le monde, il espère que ça ne fera pas d'inflation parce qu'ils vont gagner plus d'argent pour payer leurs factures, parce que les factures ont augmenté de façon c'est sûr que le conteneur, mettons qu'il coûtait 3 000 avant la COVID, qui a monté à 10 000 pendant la COVID, qui a descendu à 5 000, il va retourner à 3. Bien là, dans ces conditions-là, il va monter à 7 000, le conteneur transporté. Donc, ce qu'il y a dedans, ben, le 3 000 par rapport à 2020, le 3 000 à 7 000, ben, c'est dans le prix qu'on consomme. Là. C'est le consommateur qui paye, c'est ça? Oui. Là, on a l'impression qu'on a des bons salaires, mais finalement, on est plus pauvre que jamais. C'est l'enfer. C'est ça qui est... Non, c'est l'enfer. On paye partout, on se fait plumer partout, on se fait demander de l'argent partout, tout augmente. Tu fais, voyons, d'abord, tu vas-tu finir par m'en rester un peu dans les poches? Oui. C'est qui la clientèle qui vend en ce moment, surtout? C'est-tu les boomers? Moi, je résumerais ça, là. Je vous dirais que si je parle de mon année 2024, parce que présentement, on arrive quand même à mi-octobre, donc l'année n'est pas finie, mais on s'entend qu'il y a un grand bout de chemin de fait. Je fais beaucoup où on voit beaucoup d'immobilier de nécessité. OK. On a besoin de faire une transaction de vente ou on a besoin de faire une transaction d'achat. OK. Donc, à ce moment-là, c'est pas de l'immobilier comme j'ai vécu quand le marché était plus normalisé au niveau de l'inventaire, premièrement. Donc, le nombre d'inputs en vente versus le nombre d'acheteurs qu'il y avait sur le marché, que ça faisait qu'on jasait souvent de nombre de jours d'absorption de l'inventaire qui donnait une moyenne qui disait normalement, ta maison devrait se vendre en 3 mois. C'est 3 mois. 4 mois. Wow. C'est ça. Tu prenais ta marche, ça changeait de courtier ou les pancartes polissaient, tu sais. Là, c'est plus ça, là. Fait que où je vais en venir, c'est que je suis en train de faire du Kamala Harris. C'est quoi la question? Mais la question, la question que je te disais, c'est qui vend? C'est-tu beaucoup les personnes âgées? Oui, c'est ça. L'immobilier de nécessité. Ouais, c'est quoi, finalement, présentement, l'immobilier qu'on fait. Ça presse. Le monde a un besoin. Oui. On se sépare. Oui, ça c'est on prend chacun notre besoin. Besoin? Y en a-tu beaucoup de ça encore? Il y en a. Non. Il y a un gros boom après la COVID. Oui. Parce que là, il y en a que tu n'es plus capable de se sentir. Oui. Mais là, il y en a. Ça reste que c'est l'adage de la job du courtier immobilier. 20% d'à peu près toutes les transactions qu'on fait, c'est du monde qui se sépare. Oui. Ouais. Bon. Après ça, effectivement, oui, il y a du monde d'un certain âge ou d'un âge certain qui passe à d'autres choses. Donc, eux autres, ils vendent. Donc, le plan B, eux autres, ils s'en vont en location, ça va en RPA, etc. Ouais. Succession. Ouais. Militaire. Je fais beaucoup de militaire. Ouais. Donc, à ce moment-là, encore, je parlais tantôt de mon cas à Saint-Raymond. Là, ben ça, c'est un posting militaire, ça en va à Bagotte. Ouais. Bon, fait que ça, c'est un cas que je fais. Nécessité, ça presse. C'est ça. Mais j'ai rencontré un pirate la semaine passée. OK. Puis, je le salue. OK. Alors, lui, il me dit, écoute, Fred, nous autres, ma femme est enceinte du 2e. Donc, ça prend un peu plus de place. Ça va être beau le condo. Ouais. Fait qu'on vend le condo pour acheter une maison à l'ancienne Lorette. OK. Puis sa blonde, là, ça m'écoute présentement. Je le sais. Juste à l'ancienne Lorette, faut pas que le compte de taxe soit à Québec. C'est beau, je l'ai enregistré. Oui. A compris. C'est ça. Donc, finalement, ben, j'en fais aussi du monde. Moi, j'appelle ça pimper. Ouais. Ils vont grossir un peu. Là. Bon, ça, on en fait. Mais c'est pas ça, présentement, qui drive le marché immobilier. Oui, il y a du luxe au travers qui se glisse. Il y a du monde qui ont de l'argent. Ils réussissent bien. Ça achète un gros chalet au Lac-Sept-Îles, Lac-Saint-Joseph, Lac-Aux-Sables, peu importe, name it. Mais en général, on fait pas l'immobilier qu'on faisait il y a 8 ans, il y a 15 ans. Là, on fait plus de nécessité. Il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin. Oui. C'est ça. Wow. OK. Mais tu l'as vu. Est-ce que ça... Ça amène l'inventaire bas. Ouais, c'est ça qui fait ça. Parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas envie de vendre parce qu'ils n'ont pas envie de passer dans le tordeur des banques non plus puis de se faire dire qu'ils n'ont pas les moyens de racheter ce qu'ils vont vendre. Donc, est-ce qu'il y a eu, dans votre milieu, je sais qu'il y a plein de vagues dans l'immobilier, là, mais est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que la COVID a crissé le bordel dans cette affaire-là au complet puis que on n'est pas juste dans une vague... La COVID est tributaire de l'inventaire bas. OK. C'est-à-dire que quand ça a commencé, moi, je me rappellerai tout le temps, là. Le gouvernement nous dit au mois d'août 2020, là, les petits courtiers, vous pouvez aller travailler. OK, avant, c'était fini. Il n'y avait pas de visite. Ils avaient comme barré. Ouais. C'était comme là, tu peux plus travailler. Là, on faisait du virtuel avec nos petits téléphones. Arrête. C'est complètement... Je ne veux pas passer à ça, c'est complètement là, crazy. Off podcast, je pourrais vous compter plein de choses, mais là, s'il y a
Tu sais, je veux pas me mettre dans le trouble. Non, je comprends. Je n'ai fait des mobiliers. Mais, ouais. OK, oui. En tout cas, on n'a pas le droit vraiment de travailler. Ouais. Mais quand le robinet il a ouvert au mois d'août. Le monde est complètement 2020, viré fou. C'était complètement crazy. Puis Qu'est-ce que le monde voulait? Pendant un an de temps. Jusqu'à l'été 2022, mon fameux iPhone dans la piscine. Là. Ouais. Pendant un an. Mais c'était quoi le un an de ma vie complètement. Je me rappelle plus de rien. Puis les gens, ils avaient besoin d'autres choses, il y avait de l'argent dans leur poche. C'est quoi qui se passait dans leur tête? C'était relié au comportement COVID, là, c'est clair. On se rappelle que le taux d'intérêt était à combien? Il était à 1,9? Ouais, 2, c'est ça. 2, ouais. Fait que là, il y avait une urgence de vivre, là. Ouais. C'était fou, là. Puis là, les inventaires, ils étaient à leur plus haut. Parce qu'il faut se rappeler que 2018, ça n'avait pas été une grosse année immobilière. 2019, ça s'était réchauffé à l'été. 2020, on commençait bien l'année. Oui, puis là, mars, merci, bonsoir, il y a un break de 5 mois. Restez chez vous, buvez du gin, mettez vos pyjamas. T'sais. Exact. On fait des zooms. Oui. Ouais, on avait du fun. Oui, c'était le fun. Du pain aussi, t'oublies le pain. Arrête. Oui, il disait de faire du pain. Puis des tartelettes. Puis les tartelettes. Puis lire un livre. Oui, il faut lire un livre. Donc là, le monde est comme encabané. Ils ont permission de sortir en juillet un peu. Ils viennent fou, ils veulent une maison. Puis ma blonde qui devient survivaliste. ça serait un autre podcast. Mais là, c'est ça, ça a changé. Est-ce que tu penses que ça va revenir un jour normal? Ben, on l'espère, mais c'est parce qu'en même temps, si moi je vous dis on l'espère, puis j'espère que c'est Poilievre qui Trump, puis ils vont rentrer, puis on va changer d'axe, va me faire tirer des tomates. J'ai peur de perdre des clients parce que ma job, c'est pas d'être politisé puis de donner mon opinion politique surtout, parce qu'à la base, je pense que je suis un très bon courtier immobilier qui a fait ses preuves depuis 20 ans, mais je veux pas, mais j'ai pas peur de révéler ici qui je suis parce qu'on est comme un groupe fermé finalement, où on espère que la crowd qui nous écoute, puis avec qui qu'on discute présentement, etc., ben c'est la crowd justement qui pense. Comme nous autres, là. Ben, normalement, finalement, je pense. Normalement, oui, mais c'est un bon terme, ça, j'aime ça. Ouais. Oui. Mais au final, ça va revenir normal. Ben, il faudrait qu'on fasse des choses. Je veux dire, je vois passer des TikTok, des fois, Valérie Plante à Montréal, puis comment le monde s'adresse fâché au conseil de ville pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la guerre aux chars, puis enlève les vélos, les patentes. Les villes, 15 minutes. Là, ta voix est le Grand Prix envoie les pompiers. Je me dis, mais sacrément, si on continue de même, on s'en va où? Ouais. Moi, c'est plus la vie que je veux, ça. Non. Qui m'impose ça? C'est qui le boss? Il est où le boss? Ouais, je sais. Non, mais en arrière de Trudeau, c'est qui le boss? Moi, je voudrais qu'il se lève et qu'il se monte la face. Ouais. Parce que je comprends pas, moi, ce qui se passe. Je suis complètement flabbergasté. Il n'y a plus personne qui comprend ça. C'est la même affaire en arrière de Biden et Harris. Il est où le boss? Ouais. Ben, il est probablement avec Michel quelque part. Probablement Barack. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là, il y a quelqu'un qui va trouver le moyen de dire c'est nous autres qui est fou. Ben, c'est qui est fou, là? Je comprends plus rien. Moi. Mais Jed, ta question tantôt du changement d'attitude des gens que la COVID, ça a changé des choses. Moi, j'ai mon fils, qui a 31 ans, lui, il a des amis, puis eux autres, ils étaient en jeune couple. Les autres étaient en condo locatif, puis tu sais, la vie est belle. Puis là, il est arrivé que le télétravail. Ouais. Donc là, eux autres, condo, manque un peu d'espace, télétravail, les deux. Là, là les autres, ça a pris une maison. Ouais. Parce que, tu sais, mais là, chacun son étage. Ça, mais là, c'est ça l'affaire, c'est que ça met une pression dans le sens que, ben là, mon condo, moi, je loue. Je finis la location du condo, moi, je me prends une maison. Les télétravailleurs, tu dois en rencontrer pas mal. Là. Ça a été fantastique, les gens que j'ai rencontrés, justement, qui voulaient s'éloigner un peu du centre, puis ce besoin-là de souffler, puis de sortir le soir avec le chien à 8h. Voilà, c'est ça. À 8h02. Ouais. D'aller faire un tour dans oui, c'est ça. Exact. À 8h02. Ben oui. J'ai 1980 $ dans mes poches présentement. Alors, c'est une blague. Oh, oui, mais t'es correct. T'es legit. T'es legit. T'es à la limite. T'es legit. Reste là, par exemple. Non, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, je veux pas trop qu'on s'éloigne de nos sujets, mais c'est juste que... Pourquoi pas? Ça prouve jusqu'à quel point je suis pas ici comme un gars fakey. Là. Je veux dire, je m'assume. Là. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah oui, 2000 $, personne ne comprend. C'est fou. Il n'y a personne qui comprend. Tout le monde... OK, on comprend. Hey, tu t'en vas t'acheter une cochonnerie sur Marketplace, là, ben une cochonnerie. Mais quelque chose. C'est n'importe quoi. Tu peux pas avoir plus que 2000 tomates dans tes Ah ouais, tu vas t'acheter, mettons, je sais pas, moi, une roulotte à quelqu'un. Il met sa roulotte en vente à 4000. Tu peux avoir 4000 dans tes poches. Ouais. Tu te fais arrêter parce que tu as brûlé un skidoo. stop. Et là, ben, il voit des 20 $ sortir. Tu as de l'argent dans tes poches, là? Non, mais j'ai le chèque. T'as combien, là? L'année passée, je me revois dans le parc industriel ici à Saint-Augustin. J'avais 2 skidoo, puis on dirait que je l'avais vu, moi, qu'il n'y aurait pas d'hiver.
Ouais. J'ai vendu du skidoo. Un, il était vendu Interac, mais je veux dire. L'autre en argent. En argent. Ah oui. Hey, ah oui, mais t'es rendu quasiment. T'es quasiment rendu qu'il faut se cacher. L'argent est légal. Hey, viens-t'en je vais te payer en argent. Viens-t'en dans mon char. Viens-t'en dans mon char. J'ai des fenêtres qui sont. On ne voit pas trop à travers. Oui. Là, tu check quasiment pour payer. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Nous, on fait des formations là, par rapport à la CANAF, mais FinTrack aussi. Là. Mais c'est normal. Je veux dire, moi, si quelqu'un veut payer une maison en argent comptant dans ma face, ça passe pas, ça marche pas. Hein, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, quand même que quelqu'un possède des sous dans la vie, là, il y a de l'argent, puis il veut payer en argent, c'est quoi qu'il y a de criminel? Mais le 4 000, il est, de ce que je comprends, si t'es arrêté, parce que ce que quelqu'un m'a dit cette semaine. En tout cas, à partir de l'histoire de 4 000, je pense que c'est 2 000, tu as raison. C'est que si la police ou l'agent de je sais pas trop quoi décide qu'il y a peut-être quelque chose de douteux dans ton 2 000, il va envoyer l'information à FinTrack. Mm-hmm. C'est spécial. On n'est pas sur l'achat d'une maison. On parle pas de 20 000. On parle non, on parle pas d'une maison. Là, je veux dire, on parle de quelqu'un qui a de l'argent dans ses poches. Non, c'est très, c'est très douteux ce qui se passe. On peut traverser aux États avec 10 000. Mais on peut traverser aux États avec 10 000. Puis, l'autre gang que j'ai vu, c'est qui peuvent se promener avec 1999$ au Canada. C'est qui me dit cette semaine? Pas des... Sarto. Je pense que c'est... Oui. Une belle maison à vendre. Une belle grosse maison. Très belle. Très belle maison. Très belle maison. Je sais pas comment est-ce qu'il va, lui. Je sais pas s'il est là. Des fois, je passe en avant. Il donne un show là, sur TikTok. Là. D'après moi... Il donne un show. Penses-tu qu'il vend beaucoup d'armoires? Sérieusement, je pense que oui. D'après moi, il en vend beaucoup. Moi, je pense qu'il fait du grossiste aussi. Là. Ouais. Oui, je suis pas sûr. Moi, qu'il fait juste vendre pour lui puis faire installer... avec des crews là, qui vont. Moi, je pense qu'il vend à d'autres compagnies. Là. Ouais. Ben oui. J'ai entendu dire, ça s'accroche. Hein? Mais ce qu'on me dit, c'est une très bonne qualité. Oui. Pourquoi? Ça veut dire que soit il a trouvé un moyen d'en faire des armoires à bon prix, de qualité, avec un système, je ne sais pas trop quoi, ou il vend en bas du prix. Il y a tout qu'une usine. Ben oui. Il y a une super belle machine, il est super bien équipé. Là. Ouais. Ah oui, ben regarde. Ben, quelqu'un va avoir une nouvelle cuisine, dit que ça coûte en bas de 10 000. Je mets trop défi, moi. Tu dis 10 000, viens donc voir ça. Ouais. C'est clair, ce prix-là, c'est pas cher. C'est clair. En tout cas, de ce que j'ai su des fournisseurs, ça a l'air que ces fournisseurs sont sa coche. Donc, qualité de mélamine extraordinaire comme les meilleurs. Ben, c'est parce que faut pas oublier que les bonnes cuisines, c'est rendu 25 000. Si quelqu'un dit j'ai une bonne cuisine que je peux te faire pour 10 000, ben Chris, à 15 000 qui c'est qu'il n'y a pas. C'est des armoires dans le fond du garage. Ben oui, exact. Ben, habituellement, c'est ça. C'est des armoires Ikea un peu dans le fond du garage. Donc, tu peux faire ma cuisine pour 10 000. Ben regarde, viens donc. Ouais, mais chérie, il est relié au crime organisé. J'en calisse. C'est un peu ça, là, de ce que je comprends, là, à un moment donné. Si le gars dans le crime organisé, il va être en prison, à un moment donné, il va dessus. Fasse le job. Si. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, il me dit ouais, mais c'est le crime. Est-ce que tu l'achèterais pareil? Moi, je dis là, le crime organisé. Je dis, s'il est vraiment dans le crime organisé, il est en prison. S'il n'est pas en prison, il est quoi, là? Je comprends toute l'histoire, je sais les liens, lui-même en parle, mais il n'est pas en prison. Il est libre. Donc, s'il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, mais c'est quand même touché. Qu'est-ce qui est touché? Des fois, j'ai de la misère à suivre. Tu sais, puis je comprends, des fois, t'es concurrent de lui, tu dis, tabarnache, il vit du crime, etc. Je comprends ça, OK, mais je veux dire, comment moi, je peux savoir que tout ça est 100% vrai si la personne est libre? Tu sais, moi, si tu me dis, lui, il est au crime organisé, tu te donnes un connard, il est en prison pour 10 ans. OK, oui, je te crois. Mais si le gars, il est libre, tu me dis, ouais, mais lui, c'est le crime organisé. Ouais, mais OK, parfait. Pourquoi il n'est pas en prison? Ah, ben là, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les preuves. OK, parfait, à partir de là. Bonne business pour lui. Mais j'ai trouvé que sa manière de s'annoncer, au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je vois le vert. Puis Christophe, ça a marché pour vrai. Ben, je pense que c'est ce qui fait souvent que la business de quelqu'un va marcher. C'est comment tu vas te distinguer. Ouais. Quitter ta Puis les extrêmes sont comme pas graves. Ben, d'après moi, un petit monsieur présentement qui est chef d'orchestre à l'orchestre symphonique, puis il écoute du Vivaldi dans son auto, je pense pas qu'il va appeler Charmois PMM. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est quelqu'un de... Il est coloré, là. Oh oui. Mais moi, j'adore son contenu, je ris à tous les fois, c'est divertissant.
Ouais, c'est ça. Faites un show. Hey, Fred, thank you de ta visite, mais le fun. Ça fait plaisir. Donc, Fred Masson, vous avez besoin de lui. Ben, regarde, vous savez comment. On te rejoint comment, Fred Masson, sur le web? C'est pas dur, c'est un virus bien répandu. Un virus bien répandu. Donc, vous êtes un peu partout. Google, Instagram, exact. Facebook, 948 000, on demande à parler à Fred Masson. Hey, thank you, man. Hey, voilà pour Fred. Puis nous autres, on a fini sur le live aussi. Jerry, thank you, man. Et merci à Mr. White. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.